Donc je vais commencer par remercier le Bonjour Madame, évidemment, puisqu'il nous accueille euh, ce soir et pour l'ensemble des conférences que l'on donne. Euh, moi, je suis Alix de l'association Toutes des femmes. L'association Toutes des femmes, c'est une association transféminine qui défend donc les droits des personnes trans dans un contexte féministe et qui réunit des femmes cis et des femmes trans dans cette lutte. Ça fait 2 ans qu'on est en association maintenant, depuis 2023, presque 3. Ça fait presque 3 ans qu'on est réunis en association. Avant cette association, en fait, tout a commencé avec une tribune euh, qu'on avait, euh, qu'on avait rédigée en 2020 et qui avait été signée à l'époque par un très grand nombre de collectifs féministes. Euh, Planning familial, Nous Toutes, et énormément de sections locales, mais aussi des partis politiques et leurs sections LGBT, qui s'intitulait La place des femmes trans. Euh, Attends, j'ai un doute. La place, le débat sur la place des femmes trans n'a pas lieu d'être. Voilà. Donc le débat des femmes trans dans le féminisme notamment n'a pas lieu d'être. Donc à partir de là, on a construit quelque chose et aujourd'hui on fait énormément de plaidoyer. On a lancé une campagne l'an dernier qui s'appelle en 2024 qui s'appelle Juge pas mon genre pour la déjudiciarisation et pour rendre le changement d'état civil gratuit et sur simple demande, comme c'est le cas dans d'autres pays. Et donc voilà, c'est notre association. Aujourd'hui, c'est la deuxième table ronde qu'on organise. On a organisé une première table ronde en novembre qui s'orientait sur les questions genre et sexe dans les contextes juridiques, j'ai envie de dire, et l'introduction du genre dans le contexte juridique, qui n'est pas une notion évidente dans la loi notamment. Donc aujourd'hui, vous êtes là pour discuter plutôt filiation et PMA, toujours dans cette orientation, j'ai envie de dire, légaliste. Et puis, on aura une troisième conférence qui aura lieu, table ronde, pardon, qui aura lieu en janvier, cette fois-ci pour parler d'état civil avec une perspective beaucoup plus internationale, donc comment ça se passe notamment en Europe. Donc c'est notre premier cycle d'événements de ce type, donc on est très heureuse de l'organiser et donc merci encore à vous pour tout le soutien. Voilà. Comment Donc maintenant je vais peut-être laisser donc Marie-Ménile et Noah du collectif Hippocampe se présenter un peu leur travail et d'où ils parlent. Voilà, je commence par toi, Marie. Je te passe le micro. Merci Alix, merci à toutes des femmes pour l'invitation. Moi je m'appelle Marie-Ménile, je suis enseignante-chercheuse en droit privé et militante féministe par ailleurs sur ces questions puisque je suis dans 2 associations. La première c'est le GIAPS qui est le groupe d'information et d'action sur les questions procréatives et sexuées qui a mené un certain nombre de contentieux justement sur les sujets qui vont nous intéresser ce soir. À savoir l'accès des hommes trans à la procréation médicalement assistée ou encore la possibilité de faire des repas et donc d'utiliser les oocytes de là ou du partenaire pour des raisons de santé en France, ce qui a été à chaque fois refusé, mais on verra à ce moment-là. Et je suis également membre de la commission juridique de la PGL, l'association des parents et des futurs parents gays et lesbiens. Et donc c'est 3 titres que je suis là ce soir. Alors moi, je vais tout lire comme ça, je vais pas me tromper. Sauf que je sais comment je m'appelle Noah. Je fais partie du collectif des Hippocampes, qui est un petit collectif créé en 2023, qui est en non-mixité de personnes transmasques ayant porté un enfant après leur transition. Pour le moment, on est uniquement composé de personnes blanches. Et pour le moment, notre état civil à tous et toutes est au féminin, donc c'est-à-dire on est aux 2 sur la carte vitale. Les personnes du collectif n'habitent pas toutes dans une grande ville et nous ne sommes pas toutes privilégiées sur le plan socio-économique.
En revanche, nous sommes toutes des personnes blanches. Ce privilège racial détermine fortement notre expérience de la transition, notre expérience de la grossesse et ce que nous pouvons en dire. Alors, ce collectif est vraiment génial. Sûrement, vous ne le connaissez pas, mais c'est pas grave parce qu'il y a des petits flyers pour après le connaître. Il y a 3 fonctions principales. C'est d'abord un espace d'échange, d'entraide, de soins, de soutien émotionnel. C'est aussi un espace pour créer des liens entre nos enfants. Un peu en se disant ça serait chouette que mon enfant voit d'autres enfants qui ont aussi été portés par leurs parents transmasques. Et aussi, c'est un collectif qui sert à élaborer des revendications, à les défendre pour faire avancer nos droits. Donc, ce qui fait qu'on va aller dans des colloques, on va faire des flyers, des brochures. Et on est là aussi ce soir. Merci d'ailleurs pour l'invitation. Et du coup, je voulais vous dire que de notre côté, on n'est pas juriste, on parle depuis notre expérience de vie. Ce soir, j'ai préparé ce que je vais dire avec une personne qui s'appelle Isaac et qui n'est pas là, qu'on a vraiment bossé tous les deux. Mais il y a aussi tout le travail qui est fait dans le collectif sur lequel on s'est appuyé aussi. Et du coup, mon savoir est vraiment situé, donc je peux me tromper. S'il y a quelque chose que je dis qui vous semble erroné, parce que votre expérience de vie est différente et que j'ai un angle mort, sincèrement, vous pouvez me reprendre. Je trouve que l'idée, c'est que ça soit comme un enrichissement collectif et que ça prenne en compte tout le monde. Merci beaucoup, j'allais dire Isaac. Merci beaucoup Noah, désolé. Et en effet, je rebondis là-dessus pour le dire. Je pense que c'est assez évident peut-être pour les personnes LGBTQI, mais on n'a pas attendu d'être reconnu par la loi pour savoir ce que c'est que la famille, savoir ce que c'est de faire famille. Et il suffit, et faire un enfant, avoir des enfants, ne signifie pas forcément, n'est pas la seule modalité de la famille. Donc je pense que c'est aussi un enjeu important à rappeler dans le contexte de nos vécus trans, lesbiens et LGBT de manière plus globale. Alors il me semble que Clélia est arrivée, donc on va la laisser approcher. Je veux bien que vous fassiez un petit peu de place. Merci beaucoup Clélia d'être là. Bien sûr, il n'y a pas de souci. Bonsoir. Merci encore. Et donc, on reprend son souffle et on prend le micro. Je vous laisse peut-être vous présenter. Donc, très succinctement pour présenter un petit peu qui vous êtes et d'où vous parlez. Merci beaucoup. Merci. Bonsoir tout le monde. En mettant le micro. Vous m'entendez bien ? Je suis Clélia Richard et je suis avocate au barreau de Paris depuis une vingtaine d'années maintenant. Ça passe vite. Et je m'occupe beaucoup des nouvelles familles. Je parle de nouvelles familles, mais on peut discuter sur le terme. En fait, c'est des familles qui ont toujours existé, mais voilà. Mais en fait, c'est des familles qui rentrent pas dans les clous. Donc toutes les familles alternatives. Voilà, on peut parler aussi de familles alternatives. Je m'occupe beaucoup de ces situations-là. Voilà. Donc bien sûr, on va en parler tout à l'heure, je crois, plus tard dans la soirée, mais c'est des enjeux de filiation. Donc on en reparlera. Et aussi, cumulativement, j'ai envie de dire, de genre, en fait, des personnes concernées. Vu que nous sommes dans une société... en fait, ça suffit déjà pour me présenter, parce que je ne vais pas commencer... j'enchaîne. Je sens déjà les pistes Donc, amorcées, évidemment, c'est sur la table. Qu'est-ce que je peux dire d'autre ? Que je suis beaucoup quand même active dans le milieu associatif, à l'association des parents gays et lesbiens, où du coup on s'est beaucoup rapproché avec Marie, mais que j'avais connue avant par le GIAPS. Tu en as peut-être parlé un petit peu. Et voilà, et on a beaucoup de travail en fait sur le terrain, et c'est vrai que le terrain militant ou le terrain associatif c'est vraiment riche parce que ça permet de pouvoir porter les situations en fait en justice, et en justice on a besoin, en tous les cas c'est comme ça que je travaille, de pousser les catégories. En droit, on a besoin de pousser les catégories, de les interroger et de les travailler, de les vectoriser. Je crois que ça n'existe pas comme verbe, vectoriser. Mais vous avez compris ce que je veux dire. Voilà ce que je peux dire pour me présenter.
Merci beaucoup, Clélia. Alors, cette table ronde, évidemment, la parole va circuler assez librement, mais on va essayer de l'organiser en 3-4 temps. Donc, le premier temps, ce sera plus un temps de définition, parce que je pense qu'on est un peu nerd et un petit peu... Et puis, bon, c'est les juristes, les avocats, peut-être, ont envie de, de définir les choses. Donc, il y aura peut-être un premier temps un peu plus de définition, un deuxième temps où on reviendra sur les vécus, les aspects concrets de ce que ça veut dire de faire famille aujourd'hui. Et puis, un troisième temps où vraiment on se posera plus des questions sur les résistances et les oppositions conservatrices et comment nous, on peut essayer d'y répondre avec des nouvelles approches et des nouvelles solutions, notamment juridiques et légales. Voilà, donc dans ce premier temps, j'ai envie de dire, de discussion un peu plus scolaire, je vais laisser peut-être Marie faire un rapide historique. Alors je pense que pas mal de personnes ici connaissent de grandes dates. On a évidemment toutes et tous en tête la loi de bioéthique de 2021 qui a ouvert la PMA pour toutes. Je mets quelques guillemets tout de même. Et pour les femmes seules. Mais voilà, il y a tout un historique évidemment qui précède cette loi, et donc je vais laisser Marie revenir là-dessus. Merci beaucoup. Alors, je vais essayer de ne pas vous faire un cours magistral, parce que vous n'êtes pas là pour ça, et moi non plus. Mais l'idée, c'est de revenir effectivement un petit peu sur les grandes dates et les grands éléments juridiques qui, en fait, ont structuré l'état actuel du droit qui est peu compatible, comme l'a évoqué déjà Clélia, avec déjà l'homoparentalité de manière générale, mais encore plus même effectivement la transparentalité, sachant que certains enjeux sont en fait similaires, puisque dans certaines situations de transparentalité, on aboutit à avoir deux filiations qu'on peut qualifier de même nature, puisqu'on pourrait les qualifier de deux filiations maternelles ou paternelles. Mais avant même la question finalement de la reconnaissance des familles, des personnes LGBT avec des enfants, s'est posée la question de la reconnaissance des couples, avec l'idée que, bien entendu, des personnes LGBT ont toujours eu des enfants, que ce soit dans le cadre d'unions hétérosexuelles, d'arrangements privés, même en adoptant des enfants en tant que personne célibataire, puisqu'il est possible d'adopter en tant que personne célibataire, donc seul, un enfant depuis 1966, et un certain nombre de personnes, notamment qui vivaient en couple avec une personne de même sexe, ont adopté en tant que personne célibataire et élevé en fait cet enfant à deux, voire même à plus. Mais un seul des deux parents un seul des deux personnes était reconnu précisément comme le parent de cet enfant. Et donc la première date en fait fondamentale, à mon sens, c'est quand même la reconnaissance de la possibilité d'une union de personnes de même sexe avec la loi de 99 sur le Pacs, qui non seulement crée cette nouvelle forme d'union civile, avec l'idée que, à l'époque, c'était justement pour ne pas ouvrir le mariage, que finalement, il a été créé un partenariat beaucoup plus souple, qui présente un certain nombre d'avantages, et on le voit, en fait, les couples hétérosexuels sont très nombreux à se paxer, ils sont plus nombreux que les couples de personnes de même sexe, désormais. D'ailleurs, quasiment depuis le départ. Mais la loi sur le Pacs, elle a également en fait, défini que le concubinage pouvait avoir lieu entre des personnes de même sexe, parce que même avant, le concubinage, c'est une union de fait, c'est une union qui, justement, n'est pas formalisée juridiquement. Mais la Cour de cassation et les juridictions refusaient de reconnaître la possibilité à deux hommes ou deux femmes d'être définis comme des concubins, avec l'idée que seul, finalement, un homme et une femme pouvaient prétendre à cette vie maritale, quand bien même elle était en dehors du mariage. Et donc, le premier élément fondamental, c'est déjà de reconnaître la possibilité pour des couples de personnes de même sexe, à mon sens, d'être officiellement en couple. Sachant que le second enjeu, c'était ensuite de pouvoir reconnaître une vocation familiale. Puisque la différence fondamentale, une des différences fondamentales entre le Pacs et le mariage, c'est justement que le Pacs n'a pas de vocation familiale. Que ce soit entre les deux personnes pacsées,
ça n'a aucune incidence en termes de filiation, mais même sur la famille respective de chacun des partenaires, les partenaires ne rentrent pas dans la famille respective de l'un et de l'autre. Ils n'ont pas de livret de famille. Alors que le mariage a véritablement une fonction, ou en tout cas une vocation familiale, et qui se retrouve à plusieurs titres, dans la présomption de paternité, bien entendu, mais également dans le fait que le mariage crée des obligations au-delà des deux personnes qui se marient, à l'égard de leur famille respective. Donc des obligations alimentaires à l'égard de la belle-mère, du beau-père, etc. Donc on a la première date, peut-être, enfin la seconde date extrêmement importante, c'est bien entendu 2013, la loi du 17 mai 2013, avec la loi mariage pour tous, et avec l'idée que, en ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe, on ouvre pour la première fois la possibilité juridique à un enfant d'avoir deux papas et deux mamans, enfin, ou deux mamans plutôt, et donc d'avoir deux parents de même sexe. La difficulté, ou en tout cas le piège finalement du mariage pour tous et de l'adoption, c'est que cette double maternité ou cette double paternité n'est possible que dans le cadre d'une adoption. C'est uniquement par le biais d'une adoption, des procédures judiciaires sous le contrôle du juge. Il n'y a que finalement le juge qui peut prononcer, entre 2013 et 2021, une double maternité ou une double paternité, avec l'idée que l'adoption est une garantie procédurale pour s'assurer de l'intérêt de l'enfant, puisque l'adoption n'est prononcée que si elle est dans l'intérêt de l'enfant. Et donc, finalement, ce piège, ou en tout cas cette limite importante au mariage pour tous, on continue à en payer le prix d'une certaine manière, avec l'idée que cette adoption, elle est possible par un couple adopte un enfant qui n'avait plus de famille, ou au sein du couple, avec l'idée que l'un des deux est le véritable parent et l'autre, son conjoint, ou désormais son partenaire ou son concubin, adopte l'enfant de l'autre membre du couple. Et c'est par cette procédure que, entre 2013 et 2021, majoritairement, les couples de femmes qui se rendaient à l'étranger faire de l'assistance médicale à la procréation ont pu établir un second lien de filiation maternelle. Et c'est parce que cette procédure présente un certain nombre de faiblesses structurelles, le fait qu'il faut être nécessairement en couple avec la personne et que donc si on se sépare, l'adoption n'est plus possible, que l'adoption est subordonnée au consentement de la mère légale, de celle qui a accouché, qu'un certain nombre de parents se retrouvent en fait sans le statut juridique de parents, sont des parents non statutaires ou sans droit, avec parfois des liens totalement coupés avec leurs enfants et une impossibilité de rétablir un lien, ne serait-ce que concret, même en dehors du droit. Et la loi de bioéthique du 2 août 2021, c'est peut-être effectivement la troisième étape importante en matière de filiation, en créant un nouveau mode d'établissement de la filiation pour les couples de femmes ayant justement recours à l'assistance médicale à la procréation avec tiers donneur en France, puisque précisément la loi du 2 août 2021, elle ouvre un peu plus largement l'accès aux techniques reproductives, puisqu'elle l'ouvre, en réalisant finalement un peu le slogan politique « la PMA pour toutes », mais sans les points médians, elle ouvre la PMA aux couples de femmes et aux femmes seules non mariées. Et elle ouvre également la possibilité d'autoconserver ces gamètes en l'absence de motif médical, et elle précise que le fait de suivre un parcours de transition, enfin en tout cas le fait de changer de mention de sexe à l'état civil, ne prive pas les personnes de la possibilité de conserver leurs gamètes pour raison médicale. Et donc là, elle vient appuyer la possibilité de l'autoconservation de gamètes en début de parcours de transition. Donc ça, c'est un peu le panorama, je dirais, général et rapide, mais on pourra peut-être revenir sur chacun de ces petits points par la suite. Merci Marie. Je vais revenir sur une autre date, celle de 2016, puisque là, cette loi de modernisation de la justice, voilà, c'est comme ça qu'on l'appelle, mais c'est surtout, vous la connaissez sans doute, puisque c'est la loi qui a fait que les personnes trans n'avaient plus besoin d'être médicalement rendues stériles,
pour obtenir leur changement d'état civil. Donc logiquement, dès lors qu'on obtient notre changement d'état civil avec cette loi de 2016, on peut imaginer qu'il y a derrière un accès à la parenté, en tout cas à la parenté biologique, mais ce n'est pas du tout suivi de prise en compte. Il n'y a pas de réalisation de ce que ça implique de la part, de la part des législateurs et des juristes. Donc c'est un autre enjeu, donc plus spécifique aux personnes trans cette fois-ci, mais qui me semble également important de rappeler. Et enfin sur la loi de bioéthique, l'utilisation des gamètes par les femmes trans n'a pas été immédiatement envisagée. C'est en 2022 ensuite que le législateur, par décret, signale que ce sont des personnes et non plus forcément des femmes qui peuvent utiliser leurs gamètes dans le cadre d'une AMP. Pour ce qui est des hommes trans, on est toujours dans la, enfin, c'est pas, c'est pas mon cas, pardon, excuse-moi. Je sais pas si tu veux prendre la parole sur les situations des personnes transmasques spécifiquement. Non, ok, pas de souci. Oui, vas-y, je te laisse. Peut-être, effectivement, je n'ai pas développé le volet spécifique aux personnes trans peut-être pour le dire, reprendre un petit peu effectivement ce que tu disais sur la loi de 2016, la loi du 18 novembre 2016, justement, de modernisation de la justice au XXIe siècle, c'est une loi en fait qui n'a rien à voir spécifiquement avec les personnes trans à la base. Et l'idée, c'est qu'elle était en discussion devant l'Assemblée nationale et le Sénat, alors que on savait qu'à court terme, la France allait être condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme parce qu'elle imposait justement une stérilisation indirecte aux personnes qui souhaitaient changer de mention de sexe à l'état civil. On le savait parce que la Turquie avait été condamnée l'année précédente pour une législation à peu près similaire à celle qui était finalement mise en œuvre en France. Et donc c'est par voie d'amendement, en cours de discussion parlementaire, qu'on a quelques articles qui sont inscrits dans le Code civil pour justement préciser qu'il n'est désormais plus possible de refuser un changement de mention de sexe à l'état civil en raison du fait que la personne n'aurait pas suivi de traitements médicaux chirurgicaux. Ça ne peut pas être une cause de refus. Pour autant, c'est presque finalement en partie, en tout cas pour certains parlementaires à contre-cœur, que ce texte est quand même voté, et pas du tout dans l'idée de mettre fin à une stérilisation légale en reconnaissant des droits reproductifs et familiaux aux personnes trans. Bien au contraire, quand on regarde en fait les dispositions, on a un article, l'article 61-8 du Code civil, qui précise que le changement de mention de sexe à l'état civil est sans effet sur les filiations qui ont été établies auparavant, c'est-à-dire avant le changement de mention de sexe à l'état civil. Et on n'a aucune information sur les filiations qui pourraient être établies après. Avec l'idée que peut-être qu'elles ne sont pas finalement souhaitées, ou en tout cas elles ne sont pas envisagées par le législateur. Et c'est presque la même chose finalement qui se passe au moment de la loi de bioéthique. La question des personnes trans et de l'accès à l'assistance médicale à la procréation, du réusage des gamètes par les personnes trans, n'apparaît en fait dans les débats que dans un second temps, puisqu'il faut quand même se souvenir que même la question de la PMA pour les couples de femmes, voire pour les femmes seules, elle était, c'était soutenu par le gouvernement, mais assez mollement. Le Sénat était quand même assez opposé. Et donc, la question n'arrive finalement que dans un second temps devant les parlementaires qui, au début, rigolent, tout simplement. Puis ensuite se rendent compte que ils sont filmés et que ça ne fait pas très bien un bon effet. Et à chaque fois en fait, qu'il y avait des propositions qui étaient faites pour ouvrir un petit peu sur les pratiques ou sur les configurations familiales possibles, tous les amendements en fait, ont été refusés les uns après les autres.
Et donc c'est dans un troisième temps presque, une fois que la loi finalement de bioéthique a été adoptée, que c'est dans le cadre de, à la fois du décret que tu mentionnes sur l'autoconservation de gamètes et d'un contentieux justement que le JAPS a fait sur ce décret, que on a pu poser une question prioritaire de constitutionnalité sur l'accès des hommes, et en particulier donc des hommes trans, à l'assistance médicale à la procréation, en se demandant si finalement on permet à un couple formé d'un homme et d'une femme, de deux femmes, ou à une femme non mariée d'accéder à l'assistance médicale à la procréation, est-ce qu'il n'y a pas une rupture d'égalité de ne pas permettre à un couple formé de deux hommes ou à un homme seul, non marié, d'accéder à l'assistance médicale à la procréation s'il a la capacité de porter un enfant et que donc il pourrait finalement devenir enceint par le biais d'une insémination ou d'une fécondation in vitro à la suite d'un don de spermatozoïdes. Exactement, finalement, comme un couple de femmes ou une femme seule. Et donc l'idée, c'était de dire, est-ce qu'il n'y a pas finalement une atteinte au principe constitutionnel d'égalité entre les sexes? Puisque la seule différence, c'est qu'on a d'un côté une personne de sexe masculin à l'état civil et de l'autre une personne de sexe féminin à l'état civil. Sachant qu'il y a des femmes cis qui ne peuvent pas porter des enfants et que, en fait, ça ne pose pas de difficulté. On ne précise pas dans la loi que c'est uniquement des femmes en capacité de porter des enfants. C'est sous-entendu par les pratiques mises en œuvre d'assistance médicale à la procréation. Et donc ça, finalement, c'est la question qu'on pose au Conseil constitutionnel dans le cadre de cette question prioritaire de constitutionnalité et qui répond que le législateur a entendu assurer l'égalité en ouvrant l'assistance médicale à la procréation aux couples de femmes et aux femmes seules et qu'il a considéré qu'il y avait bien une différence de situation et que donc les hommes et les femmes n'étaient pas placés dans la même situation vis-à-vis de la procréation et que donc c'était finalement normal que seules les femmes puissent accéder à l'assistance médicale à la procréation et qu'il n'y avait pas d'atteinte finalement au principe d'égalité, d'exclure les hommes, et en particulier donc les hommes trans, du bénéfice du don de gamètes. Merci Marie. Alors j'ai peut-être une autre question de définition qui va sembler peut-être être une fausse évidence, puisque peut-être Clélia, tu peux y répondre. Sur la notion de filiation, qu'est-ce que c'est que la filiation en fait? Et qu'est-ce que c'est que les pères et mères au sens plutôt juridique et comment est-ce qu'ils sont définis dans la loi finalement, puisqu'il y a une variété de situations, justement, on l'a bien vu. Voilà, sans trop rentrer évidemment dans l'historique ni le détail, mais Oh bah non, c'est pas... Non, déjà la filiation, juridiquement, la filiation, ça veut dire qu'on est inscrit dans une lignée, hein, avec un ou deux parents, c'est-à-dire qu'en droit, on essaye là aussi, enfin, en tout cas, dans mes travaux, j'essaye aussi de pousser un peu les catégories, d'aller au-delà de la biparentalité, mais j'allais dire, bon, je pense que là, la plupart d'entre nous, on a au moins un parent sur notre acte de naissance, enfin certainement, deux pour la plupart, trois peut-être, parce qu'il y a des adoptions simples hein, qui peuvent... voilà. Mais la filiation, c'est quoi? C'est le lien juridique qui unit une personne à des ascendants ou à des descendants. Et ce lien juridique, il est créé par l'effet de la loi ou d'une décision de justice. Voilà. Cette filiation, une fois qu'elle est établie, soit par l'effet de la loi, soit par l'effet d'une décision de justice, elle a des effets juridiques. Marie en parlait un petit peu tout à l'heure. C'est qu'on a une obligation dite alimentaire, enfin d'aliment. Ça veut dire qu'on doit, on est redevable d'une obligation alimentaire envers nos ascendants et aussi envers nos descendants. Donc c'est des pensions alimentaires, quoi, hein, tout simplement. Voilà. Qui peut être en nature, hein, c'est pas forcément des sommes d'argent, mais enfin, on est obligé à ça. Il y a ce qu'on appelle la vocation successorale, tout le monde sait à quoi ça correspond.
Et durant la minorité de l'enfant, il y a ce qu'on appelle l'autorité parentale. Tout le monde sait à peu près aussi à quoi ça correspond. C'est un ensemble de droits et de devoirs relatifs relatifs à l'enfant et donc les grandes décisions qui le concernent, donc la moralité, la santé, l'éducation. Donc voilà, en fait, la filiation, une fois qu'elle est établie, on a tous ces attributs-là, ces conséquences juridiques-là. Et donc j'ajouterais, c'est pour ça que j'ai commencé par le lignage. Alors ça fait un peu Moyen-Âge, mais je trouve que c'est intéressant parce que certainement que le législateur, lorsque en 2013 il a entre guillemets sauté le pas sur le fait de pouvoir légaliser en fait une filiation monosexuée, ou une filiation de même sexe, hein, c'était rappelez-vous, en fait, dans les débats, c'était de dire, mais oui, mais en fait, comment est-ce qu'on va faire pour tracer les généalogies? Comment est-ce qu'on va faire pour s'y retrouver? Et notamment par rapport au nom de famille, qui ne va plus être transmis par le père. En fait, il y avait une sorte de mutation, on va dire, sociologique, et qui gênait un certain nombre de personnes de nos représentants politiques, mais pas que eux d'ailleurs. Et c'est pourquoi j'aime bien quand même parler de ce lignage, parce que lorsque Marie parlait de l'adoption tout à l'heure, parce que c'est vrai qu'on va y revenir, mais tout le monde a compris que la loi de 2013, la loi Taubira, bien sûr, c'est l'ouverture du mariage, mais c'est la possibilité d'adopter. C'est la possibilité pour les couples de même sexe de devenir les parents de leur enfant, mais par le biais uniquement de l'adoption. C'est plus tout à fait vrai maintenant. On a eu des petits grignotages, des petites avancées, donc c'est plus tout à fait le cas aujourd'hui, et notamment par la loi de bioéthique et la reconnaissance conjointe anticipée, mais pas que. Mais donc, quand on fait l'adoption plénière de l'enfant du conjoint, l'enfant, il rentre dans la lignée de la mère qui n'a pas accouché, pour prendre l'exemple d'un couple de femmes. Et quand il rentre dans la lignée, en droit, c'est hyper... les conséquences sont très importantes. C'est que on peut hériter de la mère qui n'a pas accouché, donc de la mère dite adoptive, celle qui présente la requête en adoption. Mais si elle décède avant ses parents à elle, l'enfant, il va pouvoir venir aussi dans la représentation de la succession de ses grands-parents, alors qu'en adoption simple, par exemple, c'est pas possible. Je ne sais pas si c'est très clair ce que je dis. Ce que je veux dire, c'est que en fait, l'adoption plénière de l'enfant, du conjoint ou du concubin ou du partenaire de Pacs maintenant, dit que c'est comme si on avait engendré nous-mêmes l'enfant. Voilà, c'est une fiction juridique, donc vous retenez que ça. C'est comme si, en fait, cette personne avait engendré cet enfant. Et donc, elle remonte toute la lignée de l'arbre généalogique. Et ça, c'est assez concept, on va dire, c'est concept. Voilà. Et pourquoi je parle de ça, c'est qu'en fait, oui, la filiation, en fait, on parle de ça. On parle d'un lien juridique, mais qui peut être, comme je vous l'ai dit, qui peut être établi par une décision de justice, et dans ces cas de justice, avec ces décisions de justice, on a les adoptions, mais on n'a pas que les adoptions. On a d'autres actions qui tendent, et on va y revenir tout à l'heure, à établir la filiation à l'égard d'une personne, mais c'est pas de l'adoption, mais c'est quand même le tribunal qui va vous donner ce lien de filiation, quoi. Voilà. Et cette fiction, alors, pardon, il y a un truc que j'ai oublié, c'est justement le nom de famille. C'est que un des attributs de la filiation, c'est aussi de transmettre le nom de famille du parent, quel qu'il soit. Voilà. Et cette fiction, elle s'applique encore d'une manière un peu différente entre le père et la mère. La filiation n'est pas forcément... Alors même si père et mère ont la même autorité parentale, père et mère sont... Alors je dis père et mère pas dans un sens exclusivement hétérosexuel, père et mère au pluriel, ont des désignations différentes, même si leurs droits aujourd'hui, historiquement évidemment, je ne sais pas si
moi-même je ne suis pas juriste, mais visiblement au début le code civil c'était quand même la femme n'a pas de droit, est considérée comme un enfant, et le père est le pater familias qui a évidemment des responsabilités et des droits vis-à-vis à la fois des enfants et de la mère, et la mère doit respect à l'autorité du père. Aujourd'hui, les deux sont censés être à égalité, mais il y a des distinctions quand même qui restent. Les deux sont à égalité. Les droits subjectifs des hommes et des femmes au sein de la famille ont été strictement latéralisés. Aujourd'hui, il n'y a vraiment plus de différence. Je parle en théorie. Je parle en théorie. Marie vient de rappeler que, en fait, il subsiste des différences et que le droit sexue, du verbe sexuer. Non, mais c'est fou parce que, en fait, c'est très bien de rappeler ces étapes historiques et qui nous démontrent que la différence entre un père et une mère, elle n'est pas juridique. Elle est historique, en fait, elle est sociologique, elle est parce que jusqu'à... Alors, Marie, tu nous diras pourquoi tu n'es pas trop d'accord, mais ce que je veux dire, c'est même avec mes associés, je ne suis pas d'accord avec ce que je vais dire. Enfin, là, ce que je vais dire là, elles ne sont pas d'accord avec ça. C'est que pour moi, à part le fait qu'en droit, effectivement, la personne qui accouche fait la mère, je ne vois pas de genre attenant à aucune fonction parentale dans le code civil. Alors, là où c'est un petit peu l'arnaque, c'est que, et c'est pour ça qu'en 2013, rappelle-toi Marie, nous on était pour, on était pour le droit commun et aussi la bioéthique, on était pour le droit commun. Pourquoi ? Parce que quand je dis que c'est l'arnaque, c'est que une personne qui a la mention sexe masculin sur sa pièce d'identité peut effectuer une reconnaissance d'un enfant en mairie, alors qu'une personne qui a la mention féminin sur son titre d'identité ne peut pas. Donc, c'est vrai que c'est un petit peu simpliste ce que je dis quand je dis que c'est une histoire d'interprétation. C'est peut-être un petit peu plus psychorigide que ce que je ne dis. Mais les pères et mères, enfin ce que tu rappelais tout à l'heure, enfin quand on a les articles relatifs à l'autorité parentale, etc., on parle des pères et mères. Enfin, j'allais dire une fois qu'on a le lien de filiation, tout est complètement bilatéralisé et c'est vrai qu'il n'y a absolument aucune différence maintenant. D'où la question de savoir finalement pourquoi est-ce qu'on distingue en droit les hommes et les femmes, et pourquoi est-ce qu'on n'a pas tout simplement des personnes qui deviennent parents, quoi. Enfin, voilà. Pourquoi est-ce qu'on fait pas sauter ce critère, vu que maintenant il n'y a plus aucune, enfin, théoriquement il n'y a plus de différence dans le régime juridique attenant à l'un ou à l'autre. Alors Clélia va J'ai dépassé le truc. Clélia va m'obliger à défendre un modèle biparental hétérosexuel de la filiation. Non, mais elle a tout à fait raison sur le fait que père et mère, en fait, en termes de fonction sociale, de droit juridique et d'obligation à l'égard de l'enfant, c'est totalement exactement la même chose. Après, on peut apporter des nuances dans la mise en œuvre ensuite en cas de séparation, les gardes d'enfants, etc., où on a sociologiquement quand même des différences qui apparaissent. Mais sur les textes, ce qui est tout à fait vrai, c'est que les deux parents, dès lors qu'ils établissent leur filiation avant que l'enfant ait 1 an, ont strictement, le père et la mère, les mêmes droits à l'égard de l'enfant. Là où l'intitulé, la dénomination père et mère ont encore un sens, c'est dans la manière dont la filiation s'établit. C'est-à-dire dans les modes d'établissement de la filiation, et plus que dans la manière dont on établit la filiation, dans ce qu'on met derrière l'intitulé quand on va chercher est-ce que c'est correctement fondé. Quel est le fondement de la filiation, c'est-à-dire qu'est-ce qui justifie que ce lien de filiation ait pu être établi entre cette personne et l'enfant. Et donc, le modèle paradigmatique, c'est celui en fait d'une filiation biparentale hétérosexuée, avec l'idée que la filiation serait le décalque ou la continuité finalement de la reproduction. Mais avec l'idée que en fait, on s'en fiche de savoir si c'est véritablement, que le père est véritablement le géniteur. Ce qui est plus important du côté de la paternité, c'est quand même plutôt la fonction sociale, avec l'idée que si le père n'est pas le géniteur,
au moins il sera là pour apporter un petit peu d'argent au foyer. Et donc, s'il veut reconnaître l'enfant, qu'il aille en mairie, ce sera très bien. De la même manière, si le mari n'est pas véritablement le géniteur, c'est pas grave, il peut laisser jouer la présomption de paternité, ça leur fait un enfant, ils sont contents. Donc, la maternité, le fondement, hors RCA, hors adoption, c'est l'accouchement. Et la paternité, on nous dit que c'est le géniteur, mais en fait, ça c'est vrai qu'en cas de contentieux. Puisqu'en fait, on laisse le mari devenir le père de n'importe quel enfant né en mariage, ou même conçu en mariage, même si il épouse une femme qui est déjà enceinte d'un autre homme, le droit dirait des œuvres d'un autre homme, un homme peut reconnaître n'importe quel enfant sans avoir à apporter aucun élément de preuve. Simplement, il doit connaître l'identité de la femme qui accouche, qui va accoucher ou qui a accouché. Bon, elle pourra toujours, si vraiment, non seulement c'est pas le géniteur, mais qu'en plus, elle n'a pas vraiment envie que ce soit le père, contester sa paternité. Mais c'est précisément ce modèle qui permet aux hommes infertiles, qui deviennent parents par le biais d'une assistance médicale à la procréation avec don de sperme, d'établir leur filiation comme n'importe quel homme, comme n'importe quel père. Et donc, ce que disait effectivement Clélia, c'est qu'au moment de la loi de bioéthique, on a beaucoup œuvré au GIAPS, à la PGL et dans un collectif qui s'appelait le collectif PMA, pour demander qu'il n'y ait pas un mode d'établissement de la filiation spécifique aux couples de femmes, mais qu'on permette exactement de la même manière à une femme d'aller reconnaître son enfant en mairie dès lors que l'enfant est conçu ou au moment de la naissance ou même ultérieurement. Et là, on nous a dit, mais c'est pas possible. Pourquoi elle peut pas reconnaître l'enfant? Elle n'en est pas le géniteur. Alors, on était là genre, oui, a priori, même si en fait elle peut. Mais on disait, oui, mais en fait ça change juste un petit peu le sens de la présomption de paternité ou de la reconnaissance. Ce que va dire la femme quand elle reconnaît l'enfant comme le sien ou qu'elle fait jouer la présomption de comaternité qui pourrait exister en mariage, c'est cet enfant, il est issu d'un projet parental commun. Ou même s'il n'est pas issu d'un projet parental commun, j'accepte ou je souhaite en être la mère. Et en cas de contentieux, si on fait du projet parental le fondement de cette seconde maternité, on regardera s'il y a eu effectivement un projet parental par assistance médicale à la procréation avec tiers donneur. Donc en fait, ce serait conceptuellement tout à fait possible, voire même plus simple, d'étendre les dispositifs qui existent pour les couples hétérosexuels infertiles aux couples de femmes. Mais la résistance, elle est symbolique avec l'idée, que la Manif pour tous avait très bien exprimé à l'époque, que de laisser deux personnes de même sexe établir leur filiation comme deux personnes de sexe différent, c'est comme si on disait alors à l'enfant qu'il était issu, qu'il avait été engendré par ces deux personnes. Et ça, ce serait lui mentir. Alors, je ne sais pas combien de temps tient le mensonge, mais bon. Moi, je viens dire concrètement ce que ça a comme impact dans nos vies. Du coup, moi, par exemple, je suis reconnue comme la mère dans le livret de famille. Alors, quand la personne m'a donné le livret de famille, elle m'a dit « Vérifiez bien qu'il n'y a pas de faute et tout ». Et là, je regarde, je fais « La mère ». Je sais que c'est moi, légalement, parce que je suis encore au F à mon état civil. Mais c'était vraiment genre « Mais en fait, il y a une énorme faute là, je pense que vous vous en avez pas rendu compte ». Et ce qui fait concrètement qu'être vue comme la mère, ça fait que dès que j'ai affaire à une institution, en fait, je suis outée directement. C'est visible tout de suite qu'en fait je suis une personne trans et que c'est moi qui ai porté, ce qui en général met les gens largement en panique. Et ça fait aussi de l'outing dans la vie de nos enfants. Alors là, nos enfants sont encore plutôt en bas âge dans le collectif, mais ça fait ce truc-là de ça se sait que un de ses parents est une personne trans. Et je voulais aussi rappeler pourquoi nous on fait pas la différence entre conception et filiation, parce qu'en fait, alors là c'est Isaac qui a écrit, je trouve ça vraiment super, mais j'essaie de le faire en résumé. Parce qu'en fait, comme on l'a vu, en fait, la filiation née au sein d'un couple lesbien, elle est conditionnée au fait de médicaliser la conception. C'est-à-dire que, de ce que j'ai compris, s'il y a procréation médicalement assistée,
alors si intervention du coup des médecins, il y a de fait la filiation qui arrive avec la RCA, que je pense qu'on verra juste après. Qu'il ne faut pas rater, parce que la RCA, il faut la faire avant la conception. Il faut se dire, tiens, j'ai envie de faire un bébé, ok, je vais d'abord chez le notaire. Avant d'être enceinte. Oui. Et du coup, nous, c'est pour ça que déjà, si la personne ne peut pas avoir recours à la PMA, parce que, par exemple, c'est une personne transmasque avec un M à l'état civil, ou si c'est une personne qui ne souhaite pas avoir recours à la PMA, que ce soit d'un point de vue, que ce soit de l'autogestion, de la peur de la transphobie médicale, le fait que, en France, comme la PMA, elle est pas ouverte officiellement aux personnes trans. Moi, j'ai pas, à ma connaissance, en tout cas, des super bons feedbacks sur comment les centres qui font la PMA en France sont. J'ai fait trop de négation, je reprends. Plutôt les feedbacks que j'ai eus sur les centres de PMA en France sont pas super inclusifs au niveau de, par rapport aux personnes trans, contrairement aux centres PMA en Belgique, parce que la PMA en Belgique est ouverte à toute personne, dont les personnes transmasques avec un M. Donc ça fait aussi un truc qu'il y a des personnes trans masques de notre collectif qui n'ont pas souhaité avoir recours à la PMA en France, de peur de cette transphobie, de peur aussi des violences médicales, parce que de nos parcours de personnes soit sexisées, soit queer, on a aussi potentiellement pu vivre de la violence médicale. Et ça fait du coup aussi beaucoup de fragilité pour les personnes qui sont coparents, les personnes qui n'ont pas porté. Oui, alors c'est marqué plus loin dans mon papier. Ça fait ce truc-là où en fait le coparent, tant qu'il n'y a pas eu, sauf s'il y a eu la RCA, mais tant qu'il n'y a pas eu le jugement d'adoption plénière, n'a aucun droit vis-à-vis de l'enfant. C'est vraiment une invisibilisation. Du coup, alors je le lis parce que Isaac a mis une référence. Donc, comme le décrivait il y a plus de 20 ans déjà la sociologue Virginie Descoutures dans Les mères lesbiennes, et qui est encore d'actualité, en fait, c'est vraiment quelque chose de l'insécurité de la personne qui n'a pas porté aux yeux de la loi, s'il y a une séparation, s'il y a, voilà, s'il y a un décès, qu'on n'a pas prévu la situation, qu'on n'a pas encore fait son dossier d'adoption, parce qu'on est sincèrement, on est dans le postpartum en train de changer les couches et on se dit tiens, si on allait faire un dossier d'adoption qui fait vraiment beaucoup de pages, il faut ramener plein de documents. Et c'est faisable, mais c'est, je trouve, assez complexe. Et moi, j'ai quand même vachement de colère avec ce truc de personnes, de mecs cis qui peut aller reconnaître son enfant en mairie. En fait, mon partenaire, qui est une personne transmasque, a été en mairie et s'est trompé. Il voulait dire je veux déclarer l'enfant, je veux déclarer la naissance, mais il a dit je veux reconnaître l'enfant. Et là, la personne, elle a regardé, elle a vu que sa pièce d'identité était au F. Elle a vu que moi, j'étais au F. Bon, après, moi, je n'étais pas dans les bails, vu que j'étais en train de comater. Et elle était en panique. Elle était là, non, vous ne pourrez pas reconnaître l'enfant, vous ne pouvez pas reconnaître l'enfant. Alors que je me suis dit, si mon partenaire avait un passing un peu genre cisgenre masque et avait fait son changement d'état civil, peut-être ça serait passé au culot, même si ça reste aussi une situation qui est fragile, parce qu'il suffit qu'on se sépare et que je le dénonce en disant « Eh non, c'est pas le parent en fait, c'est pas le parent biologique ». Et du coup, ça fait aussi de la fragilité à cet endroit-là. Et moi, je suis en mode, je suis comme vraiment agacé de ce truc-là, d'une personne qui peut passer et reconnaître son enfant, et que nous, pour les personnes queer, et notamment là dans le cas des personnes transmasques, on doit prouver par A plus B que le coparent est un bon parent. Et il y a des gens qui viennent témoigner, qui viennent dire oui, c'est un super parent, je l'ai vu changer les couches du bébé. Et on attend ensuite qu'il y ait une décision de justice qui peut prendre, en tout cas dans le tribunal dans lequel on a déposé notre dossier d'adoption, entre 1 an et 1 an et demi d'attente. Et après, il y a des juges qui décident et qui vont dire ok, ouais, je pense que c'est un bon parent, let's go, il a les droits. Voilà. Moi, vraiment, je suis assez en colère. J'ai dit. Merci beaucoup, Noah. Peut-être que, justement, on peut enchaîner un petit peu sur cette pardon, on arrête avec les définitions. Pardon. Est-ce que je peux rebondir sur un... Oui, vas-y. Enfin, pardon, je dis très rapidement. Non, mais je peux être très, très rapide, quoique. Après, ça peut aussi ouvrir la discussion avec vous. C'est quand même important de rappeler que la Cour de cassation, qui est la plus haute juridiction de l'ordre judiciaire, est venue trancher,
C'était en 2019, Marie, le sexe neutre 2017. Donc est venu dire qu'il ne pouvait pas y avoir de sexe neutre en France. Et alors, c'est vrai que la Cour de cassation n'est pas le législateur, on est d'accord, donc c'est ce qu'il rappelle dans sa décision. Mais au-delà de ça, il écrit quand même quelque chose qui nous pique, mais qui est là. C'est que la bicatégorisation homme et femme est un des fondements de notre société et que ça, on ne peut pas le bouger. Enfin, il dit seul le législateur peut le bouger. Mais donc, une fois que cet arrêt a été posé, en fait, c'est vrai que ça a été décliné aussi dans les autres affaires. Donc, tu parlais tout à l'heure de conception, on pourrait dire charnelle. Tu parlais de conception au travers de l'assistance médicale à la procréation pour 2 femmes et que là, on pouvait établir l'affiliation à l'égard des 2 femmes, mais que dans un couple où il y a 2 femmes, où c'est une femme cis et une femme trans et qui ont un enfant par, on pourrait dire, les voies naturelles, qui œuvrent, comme pour reprendre l'expression de Marie, à faire un enfant, on ne peut pas établir la filiation. Donc, effectivement, c'est très juste ce que tu dis, c'est une différence. Voilà. Et donc, je reviens sur mon sexe neutre, l'impossibilité d'avoir un sexe neutre, le fait que, effectivement, quand 2 personnes de même sexe à l'état civil, mais qui ont des appareils reproductifs compatibles et qui donnent lieu à une grossesse et ensuite à une naissance, eh bien là, il va y avoir un paradoxe en droit. On va te dire, 2 femmes ne peuvent pas ensemble enfanter. Moi, on est venu me dire, pour mon affaire qui a été si longue et qui a terminé de manière très positive à la Cour d'appel de Toulouse. Tu peux peut-être développer un petit peu justement sur... Ouais, je ne veux pas aller trop vite dans le programme, mais du coup, non, dans cette affaire-là, où on va y revenir tout à l'heure, ou tu veux que je développe maintenant? C'est peut-être mieux. Dans cette affaire, c'est très simple. On a 2 personnes cis, donc hommes et femmes, mariés, 2 enfants. Donc on pourrait dire là vraiment la famille classique. Ricoré. Un mariage en plus heureux, etc. Voilà. L'époux a tout, en fait, il dit à son épouse, je suis une femme depuis toujours, donc je vais changer d'état civil et je vais transiter. L'épouse dit ok, transitionner. Transiter, c'est autre chose. L'épouse dit ok, donc le couple reste soudé et quand même, en fait, l'épouse, elle avait toujours voulu un 3e enfant, donc elle a dit à sa femme, ça serait intéressant si on faisait quand même un 3e enfant. Parce qu'en fait, ça a toujours été le deal. Et voilà. Et en fait, ce que disait Marie tout à l'heure, parce que c'est un petit peu raccord à ce que disait Marie tout à l'heure par rapport à la loi de modernisation de la justice, c'est que la France allait se faire condamner par la Cour européenne des droits de l'homme, eu égard en fait au changement d'état civil qui imposait en fait des opérations de réassignation sexuelle et donc des opérations de stérilisation tout simplement. Et en fait, la femme dont on parle, elle a été la première à se voir changer la mention de son sexe à l'état civil sans que les juges n'exigent une opération de réassignation sexuelle. Donc, elles ont pu engendrer, comme les 2 premiers enfants, leur 3e enfant, mais la maman qui n'avait pas accouché, elle n'a pas pu établir sa filiation. Donc on est parti en procès et ça a duré 8 ans. On a d'abord été en première instance où on s'est fait, là du coup le juge n'a même pas examiné, je pense, l'intérêt de l'enfant. Il a dit ça n'existe pas. Donc vraiment on s'est fait jeter. En appel à la Cour d'appel de Montpellier, il s'est passé des choses intéressantes parce qu'on est arrivé devant des juges qui avaient
envie quand même de réfléchir à cette situation et de pousser les catégories, voilà. Donc c'est là que la Cour d'appel de Montpellier a dit il faut quand même établir la filiation de cet enfant à l'égard du deuxième parent, parce que c'est un parent biologique, parce qu'ils avaient compris, et c'était là qu'en plaidoirie, les juges m'avaient dit, ils étaient 9 parce qu'ils avaient pris l'affaire en chambre réunie, parce que tu comprends, c'était quand même extraordinaire et tout. Et en fait, il m'a dit, mais maître, mais c'est pas possible, une femme ne peut pas avoir de spermatozoïdes, c'est pas possible. Et je disais, en même temps, là, qu'est-ce que vous voulez que... Enfin... Et c'est pour ça que je vous parle de choses paradoxales, non pas que dans le droit, mais aussi dans les représentations, en fait, très, très ancrées. Voilà. Donc, à la Cour d'appel de Montpellier, ils ont établi la filiation, mais elle n'était pas traductible dans l'acte de naissance de l'enfant parce que parents biologiques, ça n'existe pas à l'état civil. On a mère et père, ou alors on n'a pas père et mère. On a le prénom, le nom de l'enfant et de ses parents, parce que ça dépend comment l'acte de naissance est rédigé. Vous regarderez, après cette soirée de ce soir, tout le monde va commander son acte de naissance en copie intégrale et vous regarderez comment vos actes de naissance sont rédigés. Parfois, ils sont rubriqués. Et puis, si vous êtes né comme moi avant les années 80, dans la fin des années 70, là, c'est une rédaction littéraire. C'était pas rubriqué. C'était pas Clélia Richard, mère Martine Richard, père Jacques Richard. Non, c'était... Ce jour est né Clélia Richard, de sexe féminin, à telle adresse, de Martine Richard, née N-E-E, parce qu'on accorde les adjectifs en français. Bon. C'est la seule trace. Voilà, mais en fait, c'est important, en fait, cette rédaction littéraire, parce que elle nous permet justement de ne pas genrer les filiations. Enfin, sauf si on fait des fautes d'orthographe, mais du coup, ça peut passer assez simplement, et c'est pas forcément attentatoire à la vie privée des enfants ou des parents. Donc, je reviens à ma forme des actes de naissance. Donc, en fait, à la Cour d'appel de Montpellier, parents biologiques, moi, ils m'ont jamais écrit mon acte de naissance. Puis surtout, il y a eu un pourvoi en cassation. Donc, on est monté à la Cour de cassation. Et là, quand même, pardon, parce que je m'en remets pas, parce que en fait, tout devait être résolu à l'occasion de ce recours en cassation. L'avocate générale devant la Cour de cassation était d'accord avec l'établissement d'une filiation maternelle. La défenseure des droits était OK pour l'établissement de cette filiation maternelle. Tout le monde a dit, depuis la Cour d'appel de Montpellier, tout le monde disait, mais on ne va pas imposer à cette femme d'adopter son propre enfant biologique. Enfin là, en plus de surcroît, là, ils se sont dit, c'est pas possible, on peut pas faire ça. Donc, on aurait dû gagner à la Cour de cassation. Et là, on s'est fait doucher avec un arrêt. On est entre nous, donc je le dis transphobe, un arrêt transphobe qui dit non, madame, faut savoir ce qu'elle veut. Soit c'est une femme. Elle est dans un couple de femmes, donc elle fait comme tout le monde, elle fait l'adoption de l'enfant du conjoint, parce que depuis 2013, on peut le faire maintenant, donc elle est soumise à la loi comme tout le monde. Soit c'est un homme, et en plus on penche plus quand même, parce que c'est pas une vraie femme. C'est pas une vraie femme. Vu qu'elle a des gamètes mâles, parce que ça c'est marqué dans l'arrêt, il y a marqué gamètes mâles. Et ça, je vais revenir sur la nature de la filiation, parce qu'en fait, au travers du gamète mâle et de la conception biologiste des corps, en fait, là, vous genrez les filiations. Et là, donc, ils ont dit, c'est pas possible, en fait. Donc, soit c'est un mec, et donc, du coup, elle doit reconnaître son enfant. Vu que c'est plus un mari, ça peut pas être la présomption de paternité, c'est plus un mari, vu que maintenant, c'est une épouse. Donc, ça ne peut pas être la présomption de paternité. Donc, par contre, elle peut aller reconnaître son enfant. Et là, on s'est dit, chiche, on va à l'état civil avec l'arrêt de la Cour de cassation, la pièce d'identité donc de ma bonne femme,
Voilà, bah, faites-moi la reconnaissance de paternité. Et ils ont dit, bah non, on peut pas, quoi. Bah, bah non, je pense pas, effectivement. Je pense que c'est pas très. Enfin, là, c'est concept sur concept sur concept. Donc, on est retourné après devant la Cour d'appel de Toulouse. Et la Cour d'appel de Toulouse nous a rendu. Il est en ligne, allez lire. C'est magnifique. Et juste pour vous dire que donc, la filiation maternelle a été établie en dehors de l'adoption. Hein. Donc, ouais, c'est une jurisprudence qui. Moi, je m'en sers, mais. Si, c'est quand même. En tout cas, ça a été étudié partout. Non, mais je veux dire, en fait, c'est quand même un arrêt qui existe et puis qui est vraiment hyper conforme aux droits fondamentaux. Et donc, la Cour européenne des droits de l'homme n'a pas eu à condamner la France grâce à la Cour d'appel de Toulouse parce qu'on avait quand même fait carton plein sur ce qu'on souhaitait. Et notamment, parce que ça, il ne faut pas l'oublier, sur... Alors, vous savez ce que c'est les mentions marginales sur les actes de naissance? Parce que, donc, en plus soit des rubriques, soit de la formule littéraire, on a sur nos actes de naissance en copie intégrale tout un tas d'informations. Par exemple, si on a été adopté, c'est marqué en mention marginale. Si on a changé de nom patronymique, on ne dit plus patronymique, de nom de famille, c'est marqué en mention marginale. Enfin, il y a tout un... Le changement d'état civil est en mention marginale. Oui. Changement de sexe à l'état civil, mention marginale. Si vous êtes marié, mention marginale. Si vous avez divorcé, mention marginale. Si vous avez paxé, mention marginale. Bon, bref, il y a tout un tas de trucs sur votre acte de naissance en copie intégrale. Vraiment, commandez-le. Comme ça, vous pourrez voir plein de trucs. Et donc à Toulouse, ils ont même refusé ce qui était imposé, enfin ce que voulait en fait l'avocat général de la Cour d'appel de Toulouse, qui disait moi je suis d'accord sur tout. Par contre, en mention marginale sur l'acte de naissance de la petite, vous allez marquer la référence du jugement du CEC de la mère. La mère qui n'a pas accouché, bien sûr. Voilà. Et nous, on a dit, bah non, il y a no way, en fait. Ça n'a rien à faire sur l'acte de naissance de la petite. Oui, alors c'était l'accès aux origines qui était mis en avant, c'est-à-dire il faut toujours cette idée que il faut... Enfin, voilà, faut dire aux enfants la vérité, vous comprenez? Donc, quand elle aura son acte de naissance en copie intégrale, il faudra quand même qu'elle sache que sa deuxième maman a fait un CEC en telle année. Et donc, nous, on a dit, c'est pas possible, c'est attentatoire à la vie privée, etc. Ça out, exactement comme tu disais tout à l'heure, ça out les enfants. Donc, non. Et la Cour d'appel de Toulouse nous a écoutés, et donc, il n'y a pas cette mention marginale. Donc, aujourd'hui, cette petite fille, et donc oui, ça a fait... Alors, c'est vrai ce que dit Marie, c'est... En fait, la jurisprudence la plus... Malheureusement, celle qui m'a été retournée, moi, dans d'autres affaires là, que j'ai actuellement, c'est pas l'arrêt de la Cour d'appel de Toulouse, c'est plutôt l'arrêt de la Cour de cassation qui préfigure, enfin, celui qui est transphobe là. C'est celui-là qu'on me met dans la figure. Pourquoi? Parce qu'en fait, hiérarchiquement, la Cour de cassation a une valeur supérieure aux arrêts de cour d'appel. Parce qu'en fait, à la cassation, ils ont cassé l'arrêt de la Cour d'appel de Montpellier et renvoyé devant une autre Cour d'appel. Voilà. Ouais. Mais après, ceci dit, s'ils n'avaient pas, ils auraient de toute façon cassé l'arrêt de la Cour d'appel de Montpellier, parce que parents biologiques, effectivement, c'était pas satisfaisant en soi. Soit tout le monde est des parents biologiques ou des parents, enfin, soit on dégenre et on met une mention biologique pour tout le monde, soit pour personne. Enfin, c'est vrai que ça n'avait pas trop de sens. Mais la Cour de cassation était censée trouver la solution qu'a adoptée la Cour d'appel de Toulouse sans renvoyer devant. Imaginez-vous quand même, 8 ans, c'était ultra trop long. Et d'ailleurs, la CEDH a condamné la France à verser 20 000 euros. Vous allez me dire, c'est peanuts. C'est vrai que c'était... Mais c'est quand même des gros dépens, parce que en fait, la France, en laissant dans l'incertitude cette famille, et notamment cette petite fille avec un seul lien de filiation, avait violé la Convention européenne des droits de l'homme. Et voilà. Oui, juste rajouter peut-être sur la notion de jurisprudence. En fait, ce
que ce qu'a dit Clélia et ce qui est vrai, c'est que c'est quand même la Cour de cassation qui a le plus d'autorité et qui juge en droit et qui donc définit quelles sont les règles juridiques. Après, cette décision de 2020, elle est isolée et elle concerne qu'une situation. Ceci étant dit, cet été, le Conseil constitutionnel s'est prononcé sur la question du congé de paternité et d'accueil de l'enfant dans le cadre c'était en lien avec les gestations pour autrui, mais aussi avec les couples de femmes qui faisaient de l'assistance médicale à la procréation. Et il y avait une question qui a été posée justement par la PGL à propos des couples où il y aurait justement une personne trans qui accoucherait, de savoir si la personne avec qui elle était en couple pourrait avoir ou pas un congé de paternité et d'accueil de l'enfant. Et le Conseil constitutionnel, en prenant appui sur cette décision isolée de la Cour de cassation, a dit qu'il y avait une jurisprudence constante en France qui établissait qu'il convenait d'établir la filiation des personnes qui ont changé de mention de sexe à l'état civil au regard de la réalité physiologique de la procréation, donc avec l'idée qu'il y aurait en fait deux types d'ailleurs de filiation pour les personnes trans qui ont changé de mention de sexe à l'état civil. Une filiation finalement transgenre procréative, où le changement finalement de mention de sexe à l'état civil n'aurait pas d'effet, et où ce qui conviendrait de prendre en compte, c'est la réalité physiologique, donc soit l'accouchement, soit le fait justement d'avoir utilisé ces gamètes mâles. Et par ailleurs, on a une autre forme de filiation dans laquelle le changement de mention de sexe à l'état civil est suivi d'un effet. C'est quand la personne justement trans accepte finalement de ne pas faire usage de ses forces reproductives. Donc par exemple un homme trans qui serait à la place d'un homme infertile avec une femme cis en assistance médicale à la procréation et qui procréerait avec sans porter l'enfant, sans faire usage de ses ovocytes, puisqu'on n'a pas de possibilité de mettre en œuvre la ROPA. Et donc, finalement, dans ce cas-là, on considère qu'il pourrait être un père comme n'importe quel autre homme infertile. Ce qui a pu être le cas notamment, puisqu'il y a des sécos qui ont, dès la fin des années 90, accepté des couples hétérosexuels, mais composés d'un homme trans et d'une femme cis. Dès lors que c'était la femme qui portait l'enfant, finalement, il y avait cette reproduction du schéma hétérosexuel, mais qui était là dès les années 90, en fait. Donc il faut jouer toujours avec le sexe et les assignations de genre. Et, pardon, excuse-moi, je vais enchaîner parce que par rapport à ce que tu disais, Marie, il y avait cette idée que... je vais enchaîner avec justement la RCA et les couples de femmes avec une femme trans. Tu as écrit un article récemment sur justement le fait que des couples lesbiens avec une femme trans pouvaient utiliser leurs propres gamètes, les deux, pour concevoir via le parcours d'AMP légal en France pour les couples de femmes. Et ce qui met un petit peu enfin, ça perturbe un petit peu la loi finalement, puisque dans le cadre d'une AMP pour un couple de femmes, la législation veut que ce soit avec tiers donneur. Et quand on va se présenter au notaire, alors tous les couples qui font une PMA, que ce soit les couples hétérosexuels ou homosexuels, doivent faire une... Vas-y. Alors, tous les couples ou toutes les personnes qui font une assistance médicale à la procréation avec tiers donneur oui, oui. doivent faire un acte notarié de consentement au recours au don de gamètes. De consentement au don de gamètes. Et ce consentement au don de gamètes, dans le cas spécifique des couples de femmes, c'est ce qui a été établi avec la loi de bioéthique, est couplé d'une reconnaissance conjointe anticipée qui doit donc être faite avant même d'aller se présenter dans les cliniques et les sécos pour faire cela. Donc il y a deux actes notariés, mais qui sont indissociables les uns des autres. Sauf que femme trans, femme cis, on va dire que le don est interne au couple. Et ça crée un flou parce que finalement, le consentement au don
est caduque. Bon, il faut que personne me dise qu'il est caduque, mais a priori c'est bon. Et derrière, on a cette filiation biologique qui est avérée, enfin, dès lors que les biologistes ont pris les bonnes gamètes, c'est avéré. Mais si on s'en tient à ces jurisprudences et à ce que veut, encore une fois, ce que veulent ces législateurs, si ce consentement au don, est, est signalé comme un faux, etc., on en revient à une filiation qui serait accordée par la biologie et donc par une reconnaissance paternelle pour... Enfin, c'est un cas très hypothétique hein, que je vous présente ici, mais on se retrouverait dans cette situation-là. Alors même que la filiation a été réalisée par AMP dans le parcours légal français. Il n'y a aucune obligation à faire ce parcours en France. Je précise, hein, le parcours d'AMP est aujourd'hui autorisé en France, mais vous pouvez tout à fait aller en Belgique, en Espagne ou ailleurs pour faire votre AMP. Bon, évidemment, ce n'est pas remboursé par la sécurité sociale, à moins qu'il y ait des... Enfin, il y a des cas on peut contourner pour obtenir un remboursement, mais c'est plus difficile d'obtenir ça. Donc, je voulais revenir là-dessus. Et donc compléter un petit peu sur ces différentes situations, ces flous juridiques, parce que je repense à ce que disait Nicole Belloubet au moment de la loi, qui disait que les situations, notamment des personnes trans, n'avaient pas à être intégrées dans la loi, puisque justement ce serait des cas particuliers. On n'est que des cas anecdotiques, des cas particuliers, et qui ne seraient pas, qui seraient gérés par les cours de cassation, par les jurisprudences, mais on voit ce à quoi mènent ces jurisprudences, et donc il serait temps de changer la loi. Je ne sais pas, Noah, si tu avais d'autres... Ouais. Du coup, la RCA dans notre cas, donc RCA, la reconnaissance conjointe anticipée, l'histoire du truc, on doit aller chez la notaire avant de faire la conception. En fait, dans le collectif là, des hippocampes, il y a beaucoup de personnes du coup transmasques qui sont encore au F. Et en fait, moi, j'ai oublié, quoi. J'étais un couple de femmes à l'état civil avec mon partenaire. Mais c'est genre vraiment absurde. Mais après, je me suis dit, ah, mais en fait, je suis un couple de femmes. C'était comme si ça me faisait tellement de dysphorie que ça m'était sorti de la tête. Et il y a aussi quelque chose que j'aimerais dire, c'est qu'en fait, bon, je le dis, voilà, peut-être des personnes à côté de moi ne seront pas d'accord, mais la RCA, elle est pensée pour les personnes qui vont faire une PMA. Après, la conception, ça, du coup, qui est médicalisée et donc qui est de l'ordre du secret médical. Et donc, il se peut que vous ayez envie de faire une PMA. Vous dites oui, 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 je vais faire une PMA. Et bon, la vie fait que, en fait, vous ne faites pas de PMA. Mais vous avez fait quand même la RCA. Parce que la vie fait que, voilà. Et moi, ça, j'avais pas compris non plus. J'étais vraiment comme un bon citoyen et j'aurais dû être beaucoup plus punk. Voilà, du coup, je me suis dit, ah, en fait, on n'a pas fait la RCA dans notre situation, donc on est passé par l'adoption plénière. Et en fait, l'adoption plénière, comme j'ai déjà dit un peu tout à l'heure, et j'aimerais redire qu'il y a plusieurs passages chez le notaire. En fait, il y a un premier passage où la personne qui a porté, accouché, dit je suis d'accord. Et ensuite, 2 mois après, on y retourne pour dire oui, je suis toujours d'accord pour que mon partenaire adopte. En plus, selon les endroits où vous habitez, selon les tribunaux desquels vous dépendez, il y a besoin parfois d'attendre que le bébé ait 6 mois de vie. Donc il y a 6 mois où de toute façon, il y a genre rien pour les liens filiation. Parfois, il y a une enquête sociale. Parfois, il y a une enquête de police. Il y a besoin de témoignages manuscrits, donc comme je vous disais, qui prouvent que le parent est un très bon parent. Ça a évidemment plus de valeur si les témoignages sont écrits par des soignantes. Donc ça revient faire quelque chose d'une hiérarchisation des savoirs, que les soignantes seraient évidemment plus calées que des personnes qui seraient proches et qui seraient par exemple, si on fonctionne en famille, famille choisie, famille queer, voilà, ça a moins de valeur. Parfois des photos. Des photos de regarder mon partenaire s'occupe de l'enfant et tout ça. Donc là, moi, j'ai envoyé des photos de mon bébé genre à des gens que je connais pas au tribunal de Bobigny. Et c'est vraiment moi, j'ai trouvé ça vraiment difficile de le faire, ce dossier. Alors après, j'aurais pu attendre, mais
mon partenaire a aussi un enfant. Du coup, en fait, je suis déjà, moi, dans la position du comme beau-parent qui n'a aucun droit sur cet enfant. Donc, je connais ce que ça fait de pas être, de pas avoir de sécurité derrière moi. Après, je ne peux pas dire que je sois non plus quelqu'un qui soit très fan des institutions. Donc, c'est pas non plus comme si j'attendais de l'État une reconnaissance ou quoi. Mais il y a vraiment un endroit où je vois que dans ma vie, en fait, ça m'a fragilisé. Et du coup, j'ai vraiment poussé pour que mon partenaire le fasse en lui disant mais vas-y parce que s'il m'arrive un truc là pour le moment tout va bien, on est ensemble, tout va bien, oui tu t'entends bien avec ma famille biologique mais on sait jamais, je peux me transformer en gros connard. Et c'était vraiment difficile pour moi de mener ce dossier-là en même temps que d'être dans le moment du postpartum. Et du coup, pour moi, ce truc-là, c'est vraiment horriblement discriminatoire, en fait. Il y a vraiment quelque chose pour moi qui est super scandaleux. Je regarde si je vais dire. Et est-ce que je peux parler des PAA? Alors, PAA... Amicalement assisté. Oui, procréation amicalement assistée. Moi, j'aime bien dire insémination maison, parce que parfois... moi, je trouve que j'ai pas forcément besoin d'être assisté à cet endroit-là. Et puis parfois, les personnes qui nous donnent des gamètes ne sont même pas nos amis. Ça peut être des personnes qui le font comme ça, qu'on les connaisse pas forcément. Et alors, c'est pas la bonne page. En fait, la PAA en France, si j'ai bien compris, c'est relativement illégal. C'est-à-dire que si quelqu'un couche avec moi et balance son sperme à l'intérieur, ça c'est bon. Par contre, si je prends son sperme et que c'est moi qui me le mets à l'intérieur, alors ça, non, non, non. Ça, c'est complètement illégal. Et c'est pareil, si la personne me dit « Ah, je suis OK de te faire je suis OK de donner des gamètes, mais par contre, c'est payant », c'est pareil, c'est illégal. Du coup, ça fait quand même un truc où les bébés qui ont été conçus dans ces maisons voilà, sont des bébés. Par exemple, dans le suivi de grossesse, c'est quelque chose qu'on ne va pas forcément dire. Du coup, si on dit « Ah, est-ce que vous avez des infos sur l'autre parent ?» Là, c'est toujours un truc où on se dit à quel point je peux dire ce qui s'est passé pour la conception et est-ce que j'ai des infos ou pas sur l'autre parent, du coup, plutôt génitorice. Et du coup, pour nous, les hippocampes, il y a eu plusieurs cas. On récupère du sperme ou des gamètes pour neutraliser la chose auprès d'une donneuse connue. Donc ça, c'est, je l'ai déjà dit, illégal. Mais ça fait aussi qu'il y a un risque d'IST. Ça veut dire qu'il faut pouvoir demander à la personne attends, j'ovule. Bientôt là. Est-ce que tu peux aller faire un check IST, s'il te plaît? Et puis moi aussi, je vais faire un check IST. Et du coup, ça rajoute une complexité. Ça demande d'avoir quand même confiance en la personne. Et ça fait aussi que potentiellement, cette personne peut aller reconnaître l'enfant, en fait. Alors, on l'a vu, le droit, il est vraiment fait pour favoriser la reconnaissance du père, vraiment, même tardivement. C'est-à-dire que même des années après, la personne qui... Donc si c'est... J'espère pas être maladroit. On va dire donc le père, voilà, comme ça. Le père peut aller dans n'importe quelle mairie et dire « Wesh, en fait, c'est moi le père ». Et si, en plus, il n'a pas d'infos sur la date et le lieu de naissance de l'enfant, il peut quand même demander ces infos au procureur de la République. Bon, après, j'en sais pas plus. Mais il y a quand même un truc qui est, moi, qui m'a quand même potentiellement de me dire « Ah, c'est quelque chose qui était pour moi stressant ». Après, le droit ne pense pas que les donneurs peuvent en fait être des donneuses. Et du coup, il se peut que... c'est l'espèce de cas inverse de ce qu'on a entendu tout à l'heure, c'est que ça fait que ça invisibilise à mort les personnes transfemmes, enfin les personnes transfemmes qui ont fait leur changement d'état civil, et en même temps, ça peut permettre qu'une personne transmasque qui porte et dont la donneuse est une personne transfemme qui a fait son changement d'état civil, il y a moins de risques que la personne transfemme aille dire en fait, je reconnais cet enfant parce que du coup, elle est OF. Donc c'est voilà. C'est comme pour moi une sorte de petite faille dans toutes ces lois transphobes. Et après, il est aussi possible, si on est plus en mode avec de l'argent, d'acheter des gamètes à l'étranger auprès d'un labo. Donc dans ce cas-là, c'est comme plutôt ça garantit l'absence d'IST, ça garantit aussi que les spermatozoïdes sont comme vivaces, parce que parfois il se peut aussi que les spermatozoïdes soient pas super en forme. Mais du coup, comme on paye, c'est aussi illégal. Et là, il y a plus une complication si on se dit qu'on aimerait un deuxième enfant qui est la même personne donneuse de gamètes. Il y a un truc de « Ah, est-ce que j'ai acheté assez de paillettes de sperme? Est-ce que je les mets dans mon congèle? Est-ce que s'il y a une panne d'électricité, mon congèle saute? Et sinon, si je ne garde pas dans mon congèle et que je fais re-appel à ce labo, est-ce que cette personne va encore donner ?» Voilà.
et ce que cette personne va donner à d'autres personnes. Bon. J'ai dit. Merci beaucoup, parce que je pense que c'est très important de voir justement la diversité des manières de faire des enfants, tout simplement. De faire ou de ne pas obtenir, d'obtenir ou de ne pas obtenir une relation de filiation qui permet d'avoir ses droits et cette assurance vis-à-vis de ses enfants. Et du coup, j'aimerais rebondir là-dessus, mais justement sur en fait cette prééminence, on l'a dit, du père qui peut se signaler en mairie comme ça, et, euh, et en fait cette prééminence en fait de la génétique, ou en tout cas de la vraisemblance génétique, puisque finalement que ce soit dans les couples hétérosexuels ou homosexuels, que ce soit avec personnes trans ou cis, il y a un enjeu de vraisemblance génétique. Et c'est notamment pour ça que il y a cette distinction dont on a parlé, les couples hétérosexuels qui font appel à des donneurs n'ont aucune obligation de faire cette RCA, d'être dans un parcours avec un projet anticipé auprès du notaire, etc., et de le signaler comme tel. C'est une mention marginale, je précise, la RCA, c'est une mention marginale qui est donc accolée. Dans tous les cas, il y a marqué mère et mère dans un document d'état civil. Donc, pourquoi il y a cette mention marginale en plus pour signaler une pseudo-origine à laquelle dont la personne aurait besoin? Une traçabilité. Une traçabilité. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on retrouve aussi avec l'adoption plénière qui veut cette vraisemblance aussi, où on efface en fait les origines. Alors l'adoption est en mention marginale, c'est ça aussi. Mais à chaque fois, en fait, dans la loi, dans la jurisprudence, il y a cette volonté de reproduire ce qui est supposément la nature. Bon, on ne va pas rentrer dans le débat de la nature est un construit social aussi. Mais c'est des faux semblants, c'est des concepts. Et donc, je voulais insister sur la génétique parce qu'il me semble que c'est un enjeu très important et on le voit aussi avec la montée de l'extrême droite, enfin, c'est plus une montée de l'extrême droite, mais l'aspect génétique est très mis en avant dans pas mal de projets d'extrême droite, etc. C'est vis-à-vis aussi de l'étranger. Enfin, il y a beaucoup de choses. Quand on parle de génétique, il y a énormément de choses. Quand on parle de biologie, il y a énormément de choses. Il y a aussi les aspects voilà, de la peur de l'immigration qui est agitée par l'extrême droite, etc. Les enfants blancs, etc. Enfin, il y a beaucoup de choses derrière ça. Et donc, ces familles hétérosexuelles, cette reproduction hétérosexuelle, conservatrice, blanche, qu'on voit énormément. Et donc, par rapport à ça, il y a aussi une fragilité qui reste pour nos familles d'être reconnus. Alors qu'on soit blanc ou blanche ou pas, hein, mais surtout de nos familles dès lors qu'on est dans un couple homosexuel, puisque il n'y a pas a priori cette génétique-là des deux côtés. Ou cette vraisemblance génétique, parce qu'on ne va pas aller déranger un couple hétérosexuel blanc, même s'ils ont fait appel à un tiers donneur. Donc c'est par rapport à ça que je voulais un petit peu discuter de ces enjeux-là et de finalement comment faire pour aller plus loin que aujourd'hui cette justice et ce droit qui reproduisent un schéma patriarcal et hétéronormatif, avec la pseudo-excuse de la nature, etc. Dépasser ça, on a mentionné la mention de parents biologiques à l'état civil qui n'existe pas. Mais voilà, la biologie, encore une fois, qui est marquée à l'état civil. Est-ce que ce qui ne serait pas intéressant, c'est justement de décorréler aussi la conception de la filiation plus pleinement et d'obtenir que la reconnaissance soit de droit commun pour tout le monde, finalement, et que la mère ne soit pas forcément reconnue comme mère parce qu'elle a accouché, enfin l'une des mères dans un cas de famille lesbienne, puisque la personne qui accouche, elle
elle est mentionnée dans la déclaration de naissance qui est faite par un médecin, qui est apportée à l'état civil. Et donc, elle a pas besoin cette personne n'a pas besoin de déclarer quoi que ce soit parce qu'elle est mentionnée comme étant la personne qui a accouché. Et elle est mentionnée forcément comme la mère, puisqu'elle a accouché et qu'il n'y a que les mères, les femmes et les mères qui peuvent accoucher. Pourquoi est-ce que ces personnes-là sont dans la déclaration de naissance forcément en tant que mère et doivent être mentionnées de cette manière-là? Pourquoi est-ce qu'elles-mêmes ne pourraient pas faire cette déclaration de droit commun, elle aussi, qui est peut-être un accord entre les différents parents, et que les deux membres d'un couple, et on peut parler après de pluriparenté, de pluriparentalité, mais pourquoi est-ce que ce n'est pas de droit commun pour tout le monde? Et est-ce que ce ne serait pas intéressant, notamment pour essayer de... alors on va dire que le lobby LGBT essaye de tout dégenrer, mais pourquoi pas? Pourquoi pas, après tout? Il faut, avant de tout dégenrer, il faut pouvoir assurer nos droits aussi. Je pense que c'est important, et de reconnaître nos identités aussi. Et ensuite, on peut passer à l'étape suivante, peut-être. C'est peut-être SOSDEM de ma part, je ne sais pas. Mais voilà, c'est un enjeu qui me paraît important, cette filiation de droit commun qui ne permet pas de... Alors, il y aura toujours... Voilà, et de droit commun et potentiellement dégenré aussi, qui ne permet pas forcément de... détruire les familles homoparentales comme Meloni essaye de le faire en Italie, comme c'est le cas dans d'autres pays déjà. Alors, je pense que ma question est un peu confuse, du coup, j'essaye d'ouvrir un petit peu sur les possibilités en fait de l'avenir de la législation. Merci beaucoup pour cette question, pour essayer d'aller plus loin. Alors, comment est-ce qu'on peut avancer assurément avec le droit commun? Enfin, ça paraît un petit peu évident, mais ce qui l'est moins, c'est ce qu'on a dit tout au long de cette soirée ce soir, c'est que manifestement, ce qui l'est moins, c'est que toutes les personnes puissent accéder aux moyens reproductifs, d'une part, pas forcément médicalisés. Enfin, tu rappelais très justement que les inséminations maison, oui, c'est illégal et en fait, c'est pénal, enfin, c'est un délit pénal. Donc, alors, c'est fort quand même. Je veux dire, on pourrait dire criminalisé, quoi. C'est du droit pénal. Donc, c'est pourquoi je disais ça, moi, dépénaliser. Oui, comment pour aller plus loin? Oui, que c'est difficile d'envisager des personnes indépendamment de leur genre, de leur orientation sexuelle. Un, sur les moyens reproductifs. Deux, sur l'établissement de la filiation. Voilà, donc le plus simple en fait, ça serait d'ouvrir tout à toutes les personnes, et puis ensuite on se débrouille sur les conflits de filiation, enfin, parce qu'en fait ce qu'on nous oppose entre guillemets à chaque fois, c'est de dire ah bah oui, mais s'il y a un conflit entre deux mères, il y a deux mères qui veulent être le même, qui veulent occuper la même place sur l'acte de naissance, comment on va faire pour les départager? Comme un conflit de paternité, ou etc. Bon, ça, c'est des réglages, entre guillemets, techniques que, à mon sens, le législateur est tout à fait apte, s'il se met au travail et sur cette question, à régler, et notamment qui est à l'origine du projet parental, comment... Enfin, en fait, il y a pas que la biologie qui pourrait venir trancher les conflits de filiation, on pourrait être un petit peu créatif et s'organiser autrement. Ce que je voulais dire, c'est on a beaucoup parlé du législateur ce soir, mais dans mon affaire qui s'achève heureusement à la Cour d'appel de Toulouse et dont on parlait tout à l'heure, et donc en référence à la loi de modernisation de justice de 2016, tu rappelais très justement que, en ce qui concerne la filiation des enfants des personnes qui ont changé leur mention du sexe à l'état civil, le législateur s'est occupé des enfants, à régler, entre guillemets, à légiférer sur les enfants qui sont nés avant la transition au sens du changement de l'état civil, mais il n'a pas du tout, mais il n'a pas dit un mot sur les enfants qui sont nés après. Et donc, on appelle ça un vide juridique, mais alors un vide abyssal, quoi, un truc béant. Il reste 2 minutes, je vais aller très vite. Ce que je veux dire, c'est que ce vide juridique, qui n'existe pas dans d'autres pays, parce que d'autres pays, notamment par exemple l'Allemagne, a
a prévu le sort de l'état civil des enfants qui naissent après les personnes qui ont transitionné. Hein. Mais en France, comme on n'avait pas ça, eh ben, franchement, ça nous a permis d'obtenir la solution devant la Cour d'appel de Toulouse. Ce que je veux dire, c'est que parfois, des vides législatifs ou des vides juridiques nous permettent d'avoir plus de souplesse dans la solution adoptée devant nos juges, en fait. Et donc, il faut que vous alliez en justice. Il faut se saisir de vos situations, de vos enfants, pour aller justement porter devant les juges, même quand la loi a réglé les choses, hein, j'ai envie de dire. Il faut porter, en fait, le maximum de cas, parce que ce qui est certain, je pense, hein, c'est que j'ai juste 15 secondes pour vous dire que, à mon avis, tous les changements auxquels on aspire, ils ne viendront pas du haut, ils viendront du bas. Et le droit se construit avec tout notre tissu de jurisprudence. Pas besoin d'avoir tout le temps la jurisprudence de la Cour de cassation. Non, non. Il y a les premiers degrés, il y a les cours d'appel, et puis il y a la Cour de cassation quand elle rend des solutions satisfaisantes. Sinon, on continue de se battre. Oui, juste pour compléter, effectivement, Clélia a certainement raison sur le fait que si une loi intervient, on a de grandes chances que ce ne soit pas nécessairement dans un sens qu'elle soit favorable. Ce que Clélia dit très justement, c'est que les juridictions, elles sont obligées d'appliquer les droits fondamentaux de la Convention européenne et elles peuvent, à ce titre, écarter des dispositions même très claires de textes législatifs. Et donc c'est dans ce cadre-là notamment que les actions judiciaires sont intéressantes. Non, je voulais juste revenir sur le droit commun. C'est une expression qu'on a beaucoup mobilisée au moment de la loi bioéthique, mais qui a été utilisée en fait aussi par des personnes qui défendaient une autre solution, comme par exemple la sociologue Irène Théry, qui est à l'origine de cette reconnaissance conjointe anticipée, même si elle ne le crie pas sur les toits. Mais voilà, avec l'idée, elle voulait en faire un droit commun, c'est-à-dire un droit commun à toutes les personnes, et notamment les couples hétérosexuels et les couples de femmes, qui recouraient à un don d'engendrement avec l'idée que cette déclaration commune anticipée de filiation devait mentionner sur l'acte d'état civil le recours au don de gamètes. Une manière finalement de signifier, exactement comme tu le disais, l'altérité sexuelle avec l'idée qu'il est la marque des origines, enfin le droit des origines des enfants, sachant qu'en fait ils ne savent pas exactement plus que juste ils ont été conçus par don de gamètes. Ils ne savent pas quel type de gamètes, ils ne savent pas qui, mais avec l'idée donc que l'état civil serait dépositaire finalement un petit peu du mode de conception de l'enfant. Et ça a été refusé notamment par le Conseil d'État qui disait « Ah non, on ne va pas faire ça pour les couples hétérosexuels, ils ne vont pas être contents, c'est un recul important de leurs droits / privilèges. Mais en revanche, pour les couples de femmes, c'est important de signifier le recours au don de gamètes. » Ok. Mais c'est bien une manière de rappeler l'altérité sexuelle. Et c'est ce qui apparaît à la fois dans l'adoption, dans la RCA, et au-delà, c'est aussi un moyen de contrôle, puisque, ça a été très bien expliqué par Noah, la procédure d'adoption plénière par l'autre membre du couple, c'est soumis à un contrôle du juge avec plein d'éléments à apporter, extrêmement intrusifs, etc. Mais la RCA, de la même manière, puisque le notaire est censé vérifier ou au moins avoir l'intuition que le couple de femmes va avoir recours à une assistance médicale à la procréation avec tiers donneur. Peut-être qu'il n'y a pas de tiers donneur, peut-être qu'il n'y a pas d'assistance médicale à la procréation, mais peut-être que la femme est déjà enceinte, enfin une des deux, ou une des deux personnes, mais l'idée c'est que le notaire puisse être suffisamment convaincu pour qu'il accepte de procéder, d'instrumenter l'acte. Et donc là on est bien dans l'idée qu'il faut non seulement se battre sur la question de l'altérité sexuelle, mais même du contrôle en fait, des possibilités reproductives au-delà en fait de ce que le droit nous permet. Et pour cela, c'est effectivement d'ouvrir le droit commun, mais pas juste la reconnaissance. La présomption de paternité et même le fait d'établir la filiation de la personne qui accouche par désignation de son nom dans l'acte de naissance, c'est une manière d'éviter que on oublie justement de faire la reconnaissance. Parce que le postpartum, tu l'as très bien dit, c'est une période qui n'est pas forcément évidente. On ne se dit pas, ah tiens, il faut absolument que je passe les 5 jours pour faire la déclaration de naissance. 5 jours, la maternité, on ne sait pas quel jour il est. Hein. Enfin, si c'est le jour, la nuit, ça fait 3 jours, 4 jours. Enfin, il y a un moment où ils vous mettent dehors, donc effectivement, là, vous dites, ça doit bien faire 3-4 jours. Mais sinon, aucune idée, en fait. Et donc, il y a l'idée qu'il faut ouvrir le droit commun, mais strictement, tout ce qui existe
et pas que les reconnaissances. Je pense que la présomption de paternité, qui doit devenir une présomption de comaternité ou de parenté, la possession d'état, en fait, le fait qu'il y ait plein de modalités différentes d'établissement de la filiation, ça vise à assurer que les enfants aient deux parents, dans le plus grand nombre de cas, qu'importe que finalement il s'agisse de leurs vrais parents, avec l'idée que deux liens de filiation, c'est souvent mieux, bon ça se discute, que un. Voilà, et après l'autre combat, c'est d'ouvrir plus que deux. Mais... Merci beaucoup Marie. Je pense c'était un peu le mot de la fin. Je suis désolé, on s'est un peu étendu. Je ne sais pas si on va avoir un temps de questions quand même. Non. Ah non, même pas. Alors on peut peut-être avoir un temps de questions qui ne sera donc pas filmé. C'est ça? Ouais. Voilà, donc je ne sais pas si je peux faire circuler un petit peu le micro si quelqu'un lève la main, ou Clélia, je te laisse transmettre le micro. S'il y a une question de qui que ce soit ici. D'abord, merci pour vos témoignages et merci pour le partage de l'expérience. Moi, ma question, c'était, on n'a pas eu de cas qui est passé devant les tribunaux d'un homme trans qui a accouché? Parce que là, ça doit leur péter le cerveau, quoi. Enfin... Alors, si, on a eu. Du coup, j'ai suivi ces Oui, alors, ce sont des hommes qui accouchent. Voilà. Alors, on n'a pas eu l'occasion de leur faire péter le cerveau pour l'instant, parce que très étonnamment, enfin, en tous les cas, moi qui avais suivi cette affaire de Toulouse, je me suis dit, un homme qui accouche, voilà, j'étais partie du postulat que ça allait être compliqué, et en fait, ça ne l'a pas été, parce qu'on a anticipé avant la naissance. Dans le département de naissance, en fait, on s'est rapproché du procureur de la République, qui est la personne qui du coup, gère l'état civil. Voilà. De manière générale, c'est le gardien de l'état civil. Donc nous, on a dit, bah voilà, il y a telle situation qui va arriver, et comment est-ce qu'on peut faire pour établir dignement la filiation de cet enfant. Alors dans le dignement, bien sûr, il fallait que la filiation de l'enfant soit genrée correctement à l'égard des parents. Sachant que, du coup, là, le couple d'hommes est marié, et que, chez le procureur de la République, ça a été hyper intéressant. D'abord, première surprise, c'est qu'il n'a pas été question de ne pas établir la filiation. C'est-à-dire qu'il y avait un accouchement. Ils savaient que ça ne serait pas forcément la mère, sinon j'aurais pas pris contact avec eux, la mère de l'enfant sur l'acte. Mais par contre, il allait y avoir une filiation. Alors, est-ce que ça aurait été parents biologiques? Ils savaient pas trop. C'était un peu la boîte à idées, ils savaient pas trop. Donc, mais ça, c'était pas forcément évident, et c'était donc pour Ali, puisque c'est lui dont on parle, c'était un stress énorme. Mais du coup, la première question moi, que j'avais posée à Ali, c'était: est-ce que vous avez quelque chose au titre est-ce que vous allez avoir un congé, alors, dit maternité dans le Code du travail, mais parce que moi, avec le 1 et le 2 en numéro de sécu, je me suis dit, là, du coup, le premier bug, il va venir du droit de la sécurité sociale. Et là, pareil, ça n'a pas posé de difficulté. Et tous les papas qui ont accouché que j'ai suivis, ils ont eu leur congé, que je dis maternité parce qu'il est libellé comme ça dans le Code du travail, mais congé transmaternité, qu'on peut dire, je ne sais pas comment est-ce qu'on peut l'appeler. Ouais, lié à l'accouchement. Et voilà. Et ensuite, pour établir l'acte de naissance, le procureur de la République a pensé, on a pensé ensemble en fait, à dérubriquer l'acte de naissance de l'enfant, et c'est ce que je disais tout à l'heure, à revenir à une rédaction littéraire de l'acte qui est parfaitement légale. Et c'est pourquoi il y a plein de choses en fait dans la loi qu'on a l'impression que c'est inhérent à la loi, mais non. C'est les pratiques
sociales qui se sont empilées d'année en année et qui ont fait que, en fait, on part du principe que les actes de l'état civil de naissance sont rubriqués. Mais non, la loi dit que l'acte de naissance comporte le prénom de l'enfant, son nom de famille, le sexe, bon, sa date de naissance avec l'heure de naissance, le lieu de la naissance et l'identité des pères et mères, bon, de ses parents. Voilà. Et donc l'identité, c'est quoi? Le prénom, le nom, la date de naissance, c'est ce que je disais tout à l'heure. Et donc, c'est la solution que nous avons adoptée. Donc, l'enfant, là, était le prénom, le nom, le sexe, donc féminin, voilà. Le lieu donc de la maternité, voilà, qui a fermé depuis d'ailleurs, avec l'heure. Et puis, c'est le premier papa qui est venu en premier. Donc, Ali, voilà, né N-E, donc genré au masculin, le A, et le deuxième papa, voilà, né le A, né N-E, le A. Donc on voit bien à la lecture, si on est bon en orthographe, ce sont deux pères, ou alors il y a une faute qui s'est glissée. Bon, en tous les cas, ça interroge moins qu'un acte rubriqué. Hein. Et alors là où vous allez quand même, je suis obligée d'expliquer cette discussion qui était absolument lunaire, parce qu'en fait, on est tous très contents. On a finalement convergé vers une solution satisfaisante. La filiation est établie, le genre des parents est respecté. Enfin, c'était nickel. Et au moment de repartir, ah bah ouais, mais la filiation du deuxième père, en fait, le deuxième papa, il voulait reconnaître, lui, son enfant. Il voulait faire une reconnaissance de paternité. Et là, le procureur, il me dit, non, c'est le mari. C'est le mari, donc c'est une présomption de paternité. Il n'a pas besoin de faire de reconnaissance. Et moi, j'ai dit, oui, mais enfin, moi, là, d'ailleurs, c'est pas moi qui ai pris la parole, c'est le mari d'Ali qui a dit, moi, je voudrais le reconnaître. C'est pas la présomption de paternité, je trouve ça, voilà, je trouve que c'est mieux de le reconnaître. Et le procureur a dit non. Et là-dessus, j'interviens en disant monsieur le procureur, ça peut pas être la présomption de paternité parce qu'on a un couple de même sexe, je le rappelle. Donc, article 6.1 du Code civil, la présomption de paternité ne fonctionne pas dans les couples de même sexe. Et là, le procureur, et c'est là, par contre, pardon, je vais vous asseoir. Le procureur, il me dit, mais maître, c'est pas vraiment un couple de même sexe. Et là, en fait, on s'est regardé et on s'est dit, bon, ok, on part. On part parce qu'en fait, on s'est dit, ok, bon, ils ont rien compris. Mais voyez dans quoi ça se loge, les discussions, et qu'est-ce que ça pouvait lui faire au procureur que le mari d'Ali aille faire une reconnaissance paternelle, quoi. Là aussi, le prisme... Et là aussi, ils étaient ramenés, alors qu'on avait trouvé une solution super intelligente, tu vois. Il fallait passer par les fourches codines. Non, c'est pas vraiment un couple de même sexe, tu vois, quand même. Quand même, tu vois ce que je veux dire. Il a accouché, quoi. C'est pas un homme. C'est horrible, hein. Non, mais enfin, on était très énervés en repartant. Mais cette solution a été mobilisée sur d'autres cas. En fait, il y a eu une autre naissance derrière. Exactement. Là, du coup, le chemin était tracé. En plus, j'ai dit au procureur, vous n'avez pas de chance parce qu'ils vont tous venir accoucher dans le 9-3. Là, je suis désolée, mais donc du coup, la deuxième naissance, hop, elle est passée crème. Et ensuite, à Brest, il y en a eu une autre. Et le procureur, on avait pris attache pour prendre les devants, etc. Et là, c'était intéressant parce que c'était une deuxième naissance. Donc la première naissance avait été avant voilà, le changement d'état civil et la deuxième naissance après. Mais le procureur de Brest, il a pris attache avec moi, il a pris la même solution que le proc de Bobigny. Enfin, ils ont fait voilà, ils ont discuté entre eux, ils ont fait de l'échange d'infos et tout. Par contre, ça n'a pas fonctionné partout. Donc là, je suis en procès sur Clermont-Ferrand et Dijon. Et donc là, l'idée, c'est que, c'est comme tu disais, en fait. C'est que là, sur des actes de naissance en plus rubriqués, franchement, ça ne le fait pas, quoi. Donc,
Et donc je reviens sur, mais bon, on en reparlera peut-être une autre fois, sur le fait de savoir s'il faut juste changer la mention père et mère, voilà, en dire, bah non, il y a marqué mère, c'est une erreur, vous mettez père. Ou s'il faut parler de la question de savoir si la filiation maternelle, c'est une question en droit de nature et non pas juste de mention. Voilà, et donc là, en fait, on rentre dans le dur. Parce que ça, c'est... Voilà. Moi, j'en avais une, mais... Moi, je voulais juste savoir s'il y avait eu des cas qui s'étaient présentés de couples lesbiens avec une femme trans et une femme cis qui ne sont pas passés par la PMA, mais par ce qu'on disait tout à l'heure avec des guillemets, des voies naturelles. Et où du coup, il y a eu est-ce qu'il peut y avoir des problèmes de filiation, puisque si je comprends bien, un couple de femmes, normalement dans la loi, la filiation est établie par la RCA, et du coup, on ne fait peut-être pas de RCA quand on se dit qu'on fait nos enfants avec nos propres gamètes dans notre propre lit. Est-ce que ça s'est déjà présenté? Comment ça a été tranché? Bah alors, je vais répondre très rapidement parce qu'on a une autre question et je pense que ça va peut-être être la dernière parce que vraiment on a écoulé beaucoup de temps. Il me semble que c'est ce dont tu parlais avec, avec Toulouse, enfin Montpellier, puis la Cour de cassation, puis Toulouse, en fait, où la procréation n'a pas été médicalement assistée. Et où les voies que souhaitaient prendre à un moment donné j'allais dire les législateurs, mais plutôt la Cour de cassation, c'était aussi la reconnaissance de paternité d'un côté, et sinon de passer peut-être par l'adoption pour obtenir une reconnaissance de maternité. Voilà. Eh ben, c'était un peu le sujet, c'est que la Cour de cassation, c'est la plus haute cour, donc c'est celle qui fait la plus jurisprudence, mais c'est la Cour de Toulouse qui a finalement eu le dernier mot sur l'acte d'état civil, et donc c'est là où, excuse-moi, je pense qu'il nous reste vraiment très peu de temps, donc je prends la dernière question, et voilà, je suis désolé, je réponds très rapidement, mais parce qu'on en a déjà un peu discuté. Merci. Moi, j'ai envie de vous relancer sur ce qu'a dit Alix à la fin, en fait, sur comment imaginer aussi l'écriture du droit dans le futur, parce que, autant je suis d'accord que beaucoup de choses peuvent avancer avec les jurisprudences, autant, en 2021, on a commencé les débats dans une situation qui était identique à celle de 2016, c'est-à-dire qu'ils ne comprenaient pas ce qu'ils avaient fait en mettant fin à la stérilisation obligatoire. Mais on a terminé les débats et ils comprenaient très bien. C'est-à-dire que sur les premiers amendements, la réaction des ministres ça va être réglé par la jurisprudence parce qu'ils n'avaient pas d'éléments de réponse. Sur les derniers, on écrivait des amendements qui étaient écrits de telle manière que c'était presque illisible en fait, que ça permettait l'affiliation des personnes trans, voire l'accès à la PMA, et il le décodait et la ministre nous répondait je vois très bien ce que vous essayez de faire l'affiliation transgenre et on est contre. Donc on est passé de ils comprennent pas ce qu'ils font à ils comprennent très bien ce qu'ils font et ils veulent pas le faire. Mais néanmoins, on a quand même c'est pas complètement anecdotique dans le paysage politique, les gens qui sont prêts à écrire autrement le droit. On a un parti qui a failli arriver au deuxième tour en 2022, qui a dans son droit, dans son programme, la mise en place d'un mode de filiation par reconnaissance universelle. Donc c'est ce dont parlait Alix, c'est-à-dire que même une mère cis qui accouche doit faire un acte de reconnaissance volontaire et entre guillemets l'accouchement sous X et la situation par défaut s'il n'y a pas cet axe, cette reconnaissance. Si on voulait aller vers des positions de ce type, qui me semble était aussi celle de la commission famille de l'inter-LGBT il y a déjà un moment, à quoi on devrait faire attention dans la rédaction du droit, au vu de ce qu'on sait maintenant et des connaissances qui ont évolué juridiques ces dernières années. Alors je suis désolée, mais du coup c'est moi qui te réponds et je suis pas tout à fait d'accord sur la reconnaissance universelle, sur justement l'idée que si la reconnaissance n'est pas faite, la filiation n'est pas établie, et c'est ce qu'on voit avec la RCA, que si on oblige les personnes à faire des actes juridiques, le risque est grand qu'elles ne le fassent pas. Parce qu'on n'a pas tous les mêmes caractéristiques socio-culturelles, professionnelles, etc. Et que la difficulté, c'est que si la reconnaissance n'est pas faite, l'enfant n'a pas de filiation et ça fragilise en fait profondément la famille.
Après, sur la manière de réécrire le droit, en fait, bon, on va faire un petit moment publicité avec Lélia Richard. Nous sortons un petit livre qui s'appelle Le droit des familles LGBT, qui paraît chez Dalloz le 8 janvier. Et dedans, on propose notamment, voilà, qui coûte 4 € et qui va faire notre fortune. On propose notamment sur la question, parce que sur la question justement de la filiation des personnes trans, il y a la question du genre de la filiation, mais il y a la question justement de la double filiation maternelle ou paternelle. En fait, l'idée, c'est juste de décorréler le fondement de la filiation en disant qu'il y a une filiation qui reposerait sur l'accouchement et l'autre qui reposerait soit sur la qualité de géniteur, soit sur un projet parental commun. Et donc, partant de là, on a bien 2 personnes qui auraient vocation sur la base de ces fondements, mais on pourrait imaginer par exemple un 3e fondement qui serait uniquement volontariste, d'avoir une première personne qui serait en fonction de la mention de sexe, de sa mention de sexe à l'état civil, le père ou la mère, et la 2e personne en fonction de sa mention de sexe à l'état civil, le père ou la mère. Et on pourrait avoir une 3e personne sur un fondement uniquement volontariste qui serait le père ou la mère. Donc, en fait, techniquement, c'est pas très compliqué, à mon sens. Mais par contre, là où le bât blesse, c'est politiquement comment porter justement ce combat. Et c'est intéressant parce que effectivement, les ministres disaient les juridictions vont trancher, il n'y a que quelques situations. Mais le fait est qu'il suffit d'une seule situation pour que le droit français puisse évoluer. Mais pour pouvoir évoluer, il faut que cette situation donne lieu à une condamnation par la Cour européenne des droits de l'homme. Donc, c'est important dans ce cadre-là de faire des contentieux, notamment pour pouvoir porter dans la perspective où ça échouerait devant les juridictions internes, un combat d'une petite dizaine d'années, d'aller devant la Cour européenne des droits de l'homme pour obtenir cette condamnation. Et je pense qu'on pourrait l'obtenir parce qu'on a déjà une décision de la Cour européenne des droits de l'homme à propos de la filiation pour les personnes trans en droit allemand. Mais en droit allemand, le statut de mère et de père n'est pas identique, ne donne pas les mêmes droits. Donc, d'être désigné comme père ou comme mère en Allemagne, ça n'a pas les mêmes implications. Alors que nous, on a des statuts qui sont strictement identiques. Donc, l'enjeu, il est important pour les personnes concernées, mais pour les personnes extérieures, qui imposent finalement le label père ou mère, il est de l'ordre du symbolique de la préservation de l'ordre du genre. Donc, premièrement, on a cet élément-là. Et le deuxième élément, c'est que si c'est une ingérence dans le droit au respect de la vie privée protégé par l'article 8, il faut que ce soit prévu par la loi. Or, la loi française ne prévoit rien pour les filiations établies après le changement de mention de sexe à l'état civil. On n'a pas eu de débat démocratique pour savoir ce qu'on faisait. Donc, tant qu'on n'a pas un fondement juridique de nature législative précis, en fait, c'est une ingérence qui n'est pas prévue par la loi. Et donc qui pourrait aussi donner lieu à condamnation. Vas-y. Moi, je ne vais pas du tout répondre sur la question juridique. Je voulais dire, c'était aussi l'instant pub, que avec le collectif Hippocampe, on a créé des fils signal. Il y en a un qui est pour les personnes trans qui sont déjà parents et c'est ouvert aux partenaires ou coparents cis, si les personnes trans sont d'accord. Et il y a un fil signal pour les personnes trans qui sont en projet bébé. Et on a aussi des serveurs Discord, un serveur Discord pour les personnes transmasses qui ont été concernées par la grossesse, que ce soit une grossesse en cours, qu'il y ait eu une IVG, qu'il y ait des enfants. Et il y a aussi un serveur Discord pour les personnes trans, parents ou en projet bébé. Et du coup, il y a aussi pour moi ce truc-là, je le disais en rigolant, mais en attendant que le droit bouge, en fait, on s'auto-organise, on se partage les infos, on se dit, ah bah tiens, il y a telle brèche qu'on peut emprunter, moi j'étais pas au courant, mais je te donne l'info et tout ça. Et si ça vous intéresse, vous pouvez venir me voir. Aussi, on a sorti les flyers, donc c'est ceux de 2024 à l'Existence Inter, mais dessus surtout il y a notre adresse mail, et si vous êtes sur le dernier flyer, bah, vous le prenez en photo, comme ça fait que les autres personnes derrière peuvent quand même en avoir un. Et après on a sorti une brochure qui s'appelle « Pour qu'on n'ait plus à porter nos enfants la peur au ventre », qui est plus basée sur nos témoignages et revendications, et en fait elle est disponible aussi sur infokiosque.net. J'en ai imprimé quelques-unes mais il n'y en a pas des milliards. Alors peut-être que quand vous lirez ça, vous direz oh, mais c'est horrible d'être une personne trans et de faire une grossesse en même temps, mais pas du tout, on est super, on est géniaux et on va s'en sortir. Vous êtes super, vous êtes géniaux et on va toutes et tous s'en sortir. Merci beaucoup. Merci encore d'être venus. Merci au Bonjour Madame et merci à toutes et à tous.
Bonne soirée.